Jusqu'à 10h sur Europe 1 et sur CNews jusqu'à 11h. On pourrait sourire et trouver dérisoire d'évoquer cet avion en provenance de Venise qui n'a pas pu se poser à Orly ce dimanche quand il a aperçu des fumées sur la piste. La planète est au bord d'un conflit majeur et cet avion d'EasyJet ne pèse pas lourd dans le bruit et la fureur du monde. On sait depuis que ces fumées étaient dues à des tirs de mortier lancés dans le ciel pour célébrer un mariage. L'enquête en cours révèle qu'un cortège de voitures sillonnait des routes proches d'Orly. Une quinzaine de véhicules. L'aéroport a fermé la piste durant 1h30. Une patrouille de gendarmerie a été dépêchée. En plein week-end de Pâques, des individus ont estimé que leur plaisir valait bien quelques perturbations, dont sans doute ils diront comme les enfants, nous n'avons pas fait exprès. Le civisme est un critère pour évaluer une société. Pour ces lanceurs du dimanche, le civisme est une notion absente. L'autre n'existe pas. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et tant pis pour les conséquences. Il existe des lois non écrites pour vivre en harmonie avec les uns et les autres. Si je mets le haut-parleur de mon smartphone dans un compartiment TGV, je brise ce lien de courtoisie minimum. Je dis à l'autre, tu n'existes pas. Il y a toujours eu des malotrus à chaque époque, et plus que cela sans doute. Mais il me semble que ces incivilités sont plus importantes que jadis, comme si les principes de la bonne éducation ou du bon comportement avaient disparu. Je le répète, vous me direz que tout ça est dérisoire au regard du monde qui brûle, sans doute. Mais l'avion, en provenance de Venise, révèle bien des choses de notre temps. Le détail n'existe pas. Il est 9h, Alice Sommerer. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Les dernières informations concernant le conflit au Moyen-Orient. Ça a annoncé que plusieurs missiles iraniens avaient été détectés. Les systèmes de défense ont été mobilisés pour intercepter la menace. Donald Trump qui maintient son ultimatum sur l'Iran. Il promet de détruire le territoire si le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert. Selon nos informations, le guide suprême iranien se trouverait dans un état grave. Mojtaba Khamenei est traité dans un hôpital de Qom dans le nord du pays. Il serait inconscient et incapable de gouverner. Ce sont des informations qui ont été fournies par les renseignements américains et israéliens. Après la prise de parole de Donald Trump qui promet donc de détruire l'Iran, l'armée israélienne a annoncé une vague de frappes sur l'Iran cette nuit, des attaques aériennes qui visent à endommager les infrastructures du régime terroriste à Téhéran. À noter qu'hier soir, le président américain a rejeté une offre de trêve pour mettre fin au conflit. Le Conseil de sécurité de l'ONU vote aujourd'hui le projet de résolution sur la navigation dans le détroit d'Ormuz. Au 39e jour de guerre, l'Iran continue de paralyser ce passage. Donald Trump, de son côté, promet donc de détruire l'Iran en 4 heures si le détroit n'est pas débloqué. Et puis cette information qui vous concerne surtout après ce long week-end de Pâques. Aujourd'hui prend fin le plafonnement des carburants dans les stations Total. Le litre d'essence bloqué à 1,99 €, c'est terminé depuis hier soir minuit. Toutefois, les clients qui ont souscrit une offre électricité et gaz auprès de l'entreprise pourront continuer à profiter d'une remise conséquente. Et puis, les premières places pour le concert de Céline Dion sont mises en vente ce matin à partir de 10h. Les tirés au sort pourront accéder à la billetterie. Seuls quelques milliers de personnes parmi les 9 millions d'inscrits auront cette chance. D'autres préventes sont prévues demain avant l'ouverture de la billetterie générale vendredi à 10h. Eh bien, figurez-vous, chère Alice, qu'hier, dans notre émission sur Europe, entre 16h et 18h, quasiment au même moment, notre ami Olivier Guénec et Caroline Iturbide ont reçu la note disant qu'ils étaient tirés au sort et qu'ils pourraient... Exactement, qu'ils pourraient. Alors c'était un pré-tirage au sort, si j'ai bien compris, et donc ils étaient extrêmement satisfaits dans le studio d'Europe 1 hier après-midi. Sarah Salman est avec nous, Olivier Delagarde, Joseph Massescaron, Thomas Bonnet, Vincent Herouette et l'immense Michel Chevalet qui est là, parce que on a envie de rêver et on en a tellement besoin de rêver dans ce monde si cruel. Et ce qu'on a vu hier, on était scotchés, vous étiez scotchés toute la nuit à voir la face cachée de la Lune qu'on n'avait jamais vue. Mais au meilleur moment, quand on était seulement au plus près, à 6500 km, malheureusement, il n'y avait pas de transmission. Moi, j'allais me coucher. C'était à minuit et demi. Mais oui, pourquoi? Mais parce que on était derrière la Lune, les ondes ne passent pas en direction de la Terre. C'est un blackout. Et c'est quand elle est ressortie 40 minutes après que là, il y a eu les liaisons. Mais là, j'étais parti me coucher. Bon, la Lune, parce que l'autre jour, on a été imprécis. La Lune, elle tourne sur elle-même, mais en... Oui, mais très lentement.
Oui. Elle s'est synchronisée. Oh, c'est toute une histoire. Mais elle tourne, nous sommes d'accord, elle tourne sur elle-même en 29 jours. En 28 jours. C'est ça. Et elle met 28 jours pour faire le tour de la Terre. D'accord. Et voilà. Elle s'est synchronisée. C'est ralenti. Comment? En quelque sorte. Parce qu'il y a plein de choses qui sont cachées au monde. Il y a plein de choses. Mais la face cachée de la Lune, c'est presque métaphorique d'ailleurs. Pourquoi on la voit jamais? Elle fait se cacher parce que elle nous présente toujours la même face. Oui, mais pourquoi? Donc il faut aller derrière. Et pour aller derrière, il faut une fusée et il faut une cabine spéciale. Si elle tourne sur elle-même, pourquoi on la voit jamais alors? Comment? Je dis si elle tourne sur elle-même. On devrait finir par la voir. C'est vrai. Non, vous pouvez pas la voir. Vous pouvez pas. Elle est toujours face à la Terre. Elle tourne en même temps face à la Terre. Elle présente toujours la même face. Exactement. Ah bah oui. Et on sait ce qu'il y a derrière? Comment? Et on sait ce qu'il y a derrière. Donc là, c'est pas la première fois. Je vous dis, c'est vraiment métaphorique parce que c'est la face cachée de voilà. Ben oui, alors. La Lune est une métaphore de l'humanité. Voilà, mais si vous voulez, bon, ça fait rêver. Oui. Ça fait rêver. Et on se dit, est-ce qu'il y a des mystères, etc. Il y a peut-être des gens. Alors, on découvre que ce qu'il y a derrière, il y a plus de cratères que ce qu'il y a devant. Le devant, quand on la voit, vous voyez les grandes taches. Les grandes taches, c'est des lacs de lave. Et ce qui permettait d'ailleurs de se poser plus facilement, parce que c'est des surfaces plates. Ouais. Alors que l'autre côté a pris de plein fouet les météorites au moment de sa formation, et il y a beaucoup de cratères. Voilà. Bon, vous avez commenté d'ailleurs à l'époque la formation de la Lune, il y a 4500 milliards d'années, je crois, pour la télévision française. Mais j'étais pas là. Je crois que ça a été il y a 4500 milliards, c'est bien ça. Mais moi j'ai débuté la télé avec Apollo 8. Oui, je suis d'accord. Le premier survol, ils se sont pas posés, mais là ils ont tourné plusieurs fois autour de la Lune avant de revenir sur Terre. Et les seuls qui avaient vu la face cachée, nous sommes d'accord, c'est Apollo 13 avec cette fameuse phrase Houston, nous avons un problème. C'est le film avec Thomas. Apollo 8 l'avait vu puisqu'ils ont tourné autour de la Lune. Ouais. Puis ils ont tourné autour de la Lune, ils ont bien vu la face cachée de la Lune. Ah ben oui. Alors vous avez remarqué que dans le temps on appelait une mission Apollo qui était un nom masculin et maintenant on appelle la mission Artemis qui est un nom féminin. Oui, voilà. C'est pour ça, c'est dans la continuité, c'est pour ça, parce qu'il y a un lien de parenté entre l'homme et la femme. Apollo et Artemis. Voilà. Bon, Apollo, on va voir le sujet. Du soleil et Artemis, dieu de la Lune. Oui, voilà. Bien sûr. Non, mais c'est bon. Donc on va voir le sujet d'Augustin Donadieu. C'est vrai que ça nous fait rêver, et puis vous donner une poésie naturelle, cher Michel, avec vos explications à ce que nous avons vu, parce que je vais vous dire, Artemis sans vous, c'est pas la même chose. Je vous dis, moi je pense, vraiment. Je trouve que Artemis, c'est voilà. On regarde le sujet d'Augustin Donadieu. Moment d'émotion dans la capsule Orion à plusieurs milliers de kilomètres au-dessus de nous. L'équipage d'Artemis vient de donner à un cratère lunaire le nom de la défunte épouse du commandant de la mission, Reid Wiseman. Il y a plusieurs années, nous avons entamé ce voyage, notre famille d'astronautes très soudée, et nous avons perdu un être cher. Il y a une formation et un endroit vraiment magnifique sur la Lune. C'est une tache claire, et nous aimerions l'appeler Carol. Quelques heures auparavant, les 4 astronautes ont atteint le point le plus éloigné de la Terre jamais atteint par l'homme. À seulement 6545 mètres de la surface lunaire, les astronautes ont enchaîné relevés scientifiques, photographies dans une obscurité la plus totale. Les communications avec la Terre ont été interrompues durant 40 minutes, le temps de faire le tour de l'astre. Integrity, test de communication. Houston, nous vous recevons. C'est formidable d'avoir à nouveau des nouvelles de la Terre. Après ce survol, l'équipage a entamé son retour vers la Terre qui devrait lui prendre 4 jours. Suffisamment peut-être pour terminer ce pot de pâte à tartiner qui a aussi voulu faire partie de l'histoire en apesanteur. Bon, il y avait quelque chose d'émouvant, vous l'avez compris, parce que 2 cratères observés à la surface de la Lune lors de cette mission étaient baptisés Carol et Integri, parce que Reid Wiseman est le commandant de la mission Artemis 2, et son épouse est décédée, et je crois qu'on l'a, alors je sais pas si on l'a vu, on l'a entendu, il s'est mis à pleurer, il y a d'émotion, puisque ces 2 cratères repérés d'ailleurs à la surface de la Lune au cours de cette mission, ça lui a rappelé, évidemment. Il y avait un message de Jim Lowell, qui est celui d'Apollo 8, est tourné dans la nuit de Noël en 68 autour de la Lune, et Jim Lowell leur avait dit, je sais que vous allez être très occupés, mais surtout, regardez bien le spectacle, regardez, profitez-en.
Je suis d'accord avec vous. Alors bon, au-delà de cet aspect poétique qui nous fait rêver, c'est bien normal, est-ce qu'il y a un intérêt scientifique à cela? Il y en a toujours un, mais il n'est pas aussi important qu'on pourrait le croire. Pourquoi? Vous avez vu, il n'y a pas eu d'instrument emporté dans la capsule spatiale pour faire de l'observation. Il y a 4 robots en ce moment qui tournent en permanence autour de la Lune. Donc on est gâté de ce côté-là, avec des appareils, des radars, voilà. Mais là, les Américains ont joué la présence de l'homme avec son cerveau, ses connaissances et ses yeux. Et qu'est-ce qu'on fait? Les gens de la NASA, les 4 astronautes, ils les ont envoyés en stage, parce qu'ils sont pas géologues, ils les ont envoyés en stage de géologie en Islande. Il y a tous les volcans en Islande, il y a des geysers dans le Nord-Canada, pour apprendre à reconnaître les roches et trucs, donc les former. Ensuite, ils ont fait une maquette, moi j'adore les maquettes, de 3 mètres de diamètre, une boule, sur laquelle ils ont collé les photos de la face cachée de la Lune que les engins automatiques ont fait, pour mettre 17 sites et leur apprendre à reconnaître ces sites. C'est-à-dire qu'ils sont montés dans leur capsule avec déjà dans la tête ce qu'ils devaient observer. Vous voyez, c'est là la grande force des Américains. Parce que les images, il n'y a pas de caméra à bord. Ah oui, d'habitude, on a des images. Les images, je trouvais, n'est pas de la qualité que l'on attendait. C'était simplement 4 GoPro, les petites caméras, qui étaient placées au bout des panneaux solaires, et c'est ces images que l'on voit, où on voit la capsule spatiale, et on voit... Oui, alors voilà, mais ça, je suis d'accord avec vous, ça, qu'on voit la capsule, par exemple, cette image-là. Voilà. Là, on est à 6700 km de la Lune, là, par exemple. Pas encore, là. Je vous dis, parce que vous n'avez pas l'image quand ils sont derrière, parce que là, c'est le blackout. Oui, ben là, j'ai bien compris. Mais ils sont rapprochent, oui. Ils sont à peu près à 10 000 km à peu près. Bon. Et puis vous voyez derrière le petit croissant, c'est intéressant, c'est un lever de terre. Eh oui, la Terre, elle sort de l'ombre, comme la Lune sort de l'ombre. Où est-ce qu'on a vu là le petit croissant? On a un lever de terre. Le lever de terre. Ah oui, moi j'aime. Oui. Ah oui, parce que effectivement, ça c'est le lever de terre à droite là-bas. Voilà, vous voyez le petit croissant, le petit croissant en lever de terre. C'est un spectacle étonnant. Si on pouvait faire l'heure des pros en direct de la Lune, voilà qui serait événementiel. Et évidemment. Bon, ça vous passionne, ça vous fait rêver? Je rêve d'aller dans une capsule et de voir la Terre et la Lune comme ça. J'espère un jour de mon vivant pouvoir le faire. Déjà la Terre. Bien La Terre, bien sûr. Et puis peut-être qu'on va être obligé de la quitter, cette Terre, plus rapidement que prévu, Vincent Hervette, avec ce qui se passe dans le monde. Je suis très souvent dans la Lune. Oui, bien. Bon, écoutez, merci, cher Michel, c'est toujours un bonheur. Alors, pendant que vous parliez, j'avais un ami que vous avez connu rue Cognac-Gay, parce que moi j'ai eu la chance de rentrer à TF1 en 88 et on était encore rue Cognac-Gay. Oui. Et il y a François Lano. Vous jouiez au football dans le couloir. C'est ce qu'il me dit. Oui, c'est ce qu'il me dit. François Lano, il m'envoie un petit message qui est devenu un grand réalisateur, parce qu'on était à l'époque, il commençait. Et tu peux rappeler à Michel Chevalet le jeu de la cassette à Cognac-Gay lorsque nous l'empêchions de sortir de son bureau. Voilà. C'est vrai. Régulièrement, j'ouvrais la porte, mais c'est pas fini votre bordel. Et oui, parce que le bureau, le service des sports était à côté du service, c'était quoi, le service scientifique? Oui, bon. Ça, oui. Bon, et des après-midi entières, nous posions une cassette au bout d'un couloir que nous essayions de faire tomber avec une balle de tennis. C'était intéressant. Bon, une petite cassette, il y avait des petites cassettes vidéo, mais ça durait des heures. Ça bossait dur. Ça travaillait dur. À l'époque, le service des sports de TF1, ça travaillait dur. Vous mettiez devant votre bureau et vous tapiez dans le ballon pour faire tomber la cassette. Exactement, c'était assez intellectuel comme jeu, comme vous l'avez compris. Et effectivement, c'était les hurrahs. Voilà. Donc il travaillait et on s'engueulait, gentiment, évidemment. Mais Michel était formidable déjà. Mais bon, et vous avez parlé tout à l'heure de maquettes. Oui, c'est parce qu'à l'époque vous veniez toujours avec des maquettes avec Mourouzi. J'avais un homme qui avait de l'or dans les mains, qui était à la SFP et qui me fabriquait les maquettes en fonction de ce que je faisais. C'était formidable vos maquettes. Oui. Bon. Et même moi je me souviens, il y avait un enfant qui on écrivait à l'époque, qui m'écrit: Monsieur Chevalet, quand tu auras fini de jouer avec tes maquettes à la télévision, tu pourrais m'en envoyer une. Bon. J'ai été voir Patrick Lelay, le patron de TF1, en lui disant et Étienne Mouchotte, c'est gentil, qu'est-ce qu'on fait? Je vais pas me séparer des maquettes. Il m'a dit, on va l'inviter au journal télévisé avec sa famille. Voilà, ça c'est très gentil. Et le môme, je lui ai donné une petite maquette qui était en double du Lem. C'était le rêve de sa vie. Bon, Michel, c'est toujours un bonheur que vous soyez parmi nous, vous le savez, et on a beaucoup d'affection et de tendresse, et au-delà pour vous, et puis
pour ce qui vous est parfois arrivé, dont vous avez parlé ici sur notre antenne, et donc c'est toujours vraiment un bonheur. Oui, je pensais en 69, il reste Armstrong est mort. Qui? Armstrong oui, il reste Aldrin. Aldrin, voilà. oui, 97 ans, hein. Bien. Ah oui. Oui, Donc ça conserve d'aller sur la Lune. Hein. C'est peut-être. Il venait Mais régulièrement. lui, il a marché sur la Lune parce qu'il y en a un des trois qui a pas marché. Non, c'est celui Collins, oui. qui lui est resté à tourner, Oui. à les attendre. Et ça, Ben c'est oui. terrible. Tu vas sur la Lune et tu descends pas. Donc c'est quand même. Mais sur les photos, c'est quand même ennuyeux. sur les photos sur la Lune, Oui. on croyait que c'était Armstrong, mais non, c'est Aldrin. Parce que Armstrong, qui était le commandant de bord, Ouais. avait la responsabilité d'avoir l'appareil photo, la Hasselblad, Ouais. et de faire les photos. Mais celui qui marche, c'est Et donc- Aldrin. Oui. Et donc, C'est pas Armstrong. non. Ah Mais bon non. Et le premier, c'est c'était une Armstrong. Non, C'est la ça a été photo une d'Armstrong. tension après, ils se sont Non, mais le premier qui a marché sur la Lune, c'est Armstrong. Oui, le premier, Oui. c'est Il dit Armstrong. un petit pas Après, pour- c'est d'accord. Aldrin. Oui, mais les photos. Mais les photos dans le scaphandre, Ouais. c'est toujours Aldrin et pas Armstrong. Ça, c'est formidable. Et vous savez qu'il y a des gens qui sont Et donc, persuadés c'était que une- ça. Non, mais ils se sont fait la Et gueule. il y a des gens qui ont persuadé que ça n'a pas existé, que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Il y a des complotistes. Et que le drapeau, il flotte. Voilà. Oui, on a droit à tout. C'est formidable. Bon, merci vraiment Michel, et ça nous fait du bien de parler d'autre chose que cette actualité. Et là, j'ai reculé le moment, mais bon, le moment arrive. C'est Trump, évidemment, avec vous. Pourquoi vous souriez, Vincent Hervouette? Non, non. Vous me rappelez, il y avait un film qui avait été fait il y a quelques années où vous savez, quelqu'un vient annoncer la fin du monde avec justement une sorte de météore. Mais c'est génial ce Ah, film. c'est Don't Look Up. Formidable, c'est C'est Don't Look Up. Don't Look Up. Avec voilà. Voilà, il Leonardo passe dans le DiCaprio. journal pour aller Bien sûr. et puis après on Et- passe à la météo. on Bien passe- sûr. Et il se fiche de lui. Oui, bien Exactement. sûr. Avec justement une sorte de météore. Mais c'est génial ce Ah, c'est film. Don't Look Up. Formidable, c'est C'est intéressant. Don't Look Up. Don't Look Up. Avec voilà. Voilà, il Leonardo passe dans le DiCaprio. journal pour aller Bien sûr. et puis après Et- on passe à la météo. on Bien passe- sûr. Et il se fiche de lui. Oui, bien sûr. Exactement, c'est un Les film, moquets. mais c'est pas il y a quelques C'est années, sur hein, c'est il y a Netflix, 2-3 ans. il y a peu de temps. Et quel est le... Leonardo DiCaprio qui est... C'est Caprio, il est formidable, oui. Mais quel est le lien avec Mais quel est le votre lien avec intervention Michel Chevalet? l'espace. Il faut bien parler effectivement de la guerre qui vient. Bah oui, catastrophe. la guerre qui vient. Alors, avant, Désolé Vous êtes de un peu le gâcher votre DiCaprio voix. de ce plateau d'ailleurs. Vous êtes un peu le DiCaprio de ce plateau. Voilà. c'est vrai. Bon, on va essayer de chercher votre Kent Winslet, on va essayer de la Ah trouver, mais bon. Attention à l'iceberg. Nous allons écouter Trump. Alors, on va commencer par quelque chose qui nous a fait sourire hier, parce qu'on était en plateau hier entre 20h et 20h25, lorsqu'il y avait des questions à Donald Trump. Et c'est vrai que la forme nous intéresse toujours. Et il y a une question d'un journaliste. D'ailleurs, les questions sont assez rudes. Oui, Hein. beaucoup plus rude Et- que ce qu'on peut avoir. Exactement. Et c'est une question qui est posée par un journaliste du New York Times. Et cet échange qui dure 2 minutes, c'est tout Trump. Mais je peux pas lui donner tort, si vous voulez, parce que ces gens disent n'importe quoi. Donc, ça serait bien de temps en temps. Alors, vous pouvez remplacer, pour vous faire plaisir, New York Times par Le Monde, si vous voulez. Vous avez le droit de vous remplacer. Et comme ça, on peut passer un moment, voilà, qui est différent des autres, pourquoi pas. Et écoutez cette petite séquence. Ça pourrait causer des pertes de leur côté. Des attaques délibérées sur des infrastructures civiles vont à l'encontre des conventions de Genève. Vous êtes avec qui? Le New York Times. Le New York Times qui ne marche plus du tout avec de moins en moins de lecteurs. Vous avez menacé de frapper des infrastructures, des ponts. Écoutez, j'espère ne pas avoir besoin de frapper ces infrastructures-là. Mais vous savez, ils négocient depuis 47 ans. Ce sont de grands négociateurs. Mais moi, je ne veux pas qu'ils aient la bombe nucléaire. Et si quelqu'un un jour prend ma place et qu'il est faible et inefficace, ce qui est tout à fait possible, parce que d'ailleurs, on a eu beaucoup de présidents par le passé qui étaient faibles, inefficaces et qui avaient peur de l'Iran. Je ne veux pas que l'Iran ait l'arme nucléaire à aucun moment. Il faut bien voir que ce sont des gens qui sont fous, fous alliés, qui sont en plus assez puissants. D'un point de vue qui est le mien, ces gens-là sont complètement fous. Si vous pensez qu'il faut leur laisser le bouton nucléaire, pour moi c'est une folie. Dites-le à vos amis du New York Times.
Taisez-vous, vous n'êtes plus crédible au New York Times. Parce que le New York Times a dit que Trump n'allait pas gagner l'élection. Et pourtant, je l'ai gagné 2 fois même. Donc vous n'avez plus la moindre crédibilité. Votre seule crédibilité, elle est très ancienne maintenant. Alors vous vivez de ce passé, vous en vivotez, mais il faut être précis dans les informations que vous partagez. Et des gens comme vous, vous êtes des menteurs, tout simplement. Bon. Vincent Herouet, il y a le fond et la forme. D'abord, et c'est pour ça que c'est intéressant, à qui il parle, Donald Trump? Il parle à son électorat qui se méfie de l'élite et des journalistes. Il se fait plaisir à lui-même en réglant un compte avec le New York Times. Comment vous décodez? Parce que c'est pas neutre de parler comme ça. C'est l'institution, le New York Times. Ah oui, non, mais c'est surtout l'opposition à Sa Majesté actuellement. Donald Trump a déposé plainte contre le New York Times il y a 6 mois de ça. Il leur réclame 15 milliards de dollars au quotidien pour diffamation, parce qu'ils avaient publié une enquête sur ses relations présumées sexuellement répréhensibles avec Jeffrey Epstein. Et donc, dans le cadre de cette affaire, il y a une véritable bataille qui est en cours. Mais de toute façon, il y a un contentieux qui est très ancien. Il a été élu contre le parti de la presse. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Le parti dominant à Washington, parce qu'il y a un parallèle, évidemment, avec ce qui se passe en France. C'est-à-dire que ce qu'on appelle parfois l'extrême centre en France, ou le politiquement correct, qui est l'espace médiatique, globalement pense la même chose, globalement, à grands traits. Alors, il pense pas toujours la même chose, mais il a les mêmes ennemis. C'est-à-dire que Trump est l'ennemi en France de l'extrême centre, comme il est l'ennemi aux États-Unis. Donc, et après, il y a une alliance parce qu'on a un objectif commun ou un ennemi commun. Oui, il y a des points communs, évidemment, qui sautent aux yeux, à la fois dans l'adhésion à un certain nombre de dogmes progressistes, dans le décalage entre Washington et l'Amérique profonde, et puis dans la communauté journalistique qui vit dans une forme de permanente surveillance d'elle-même. Vous avez une opinion dominante dans les médias. Il y a un parti bourgeois des médias, en quelque sorte, qui décide quel est le convenable dans le camp, dira-t-on. Oui. Mais on est aux États-Unis. Le New York Times, c'est effectivement une institution, et il y a un grand respect quand même du pouvoir de la presse, qui est l'un des contre-pouvoirs de l'autorité. On se méfie quand même de l'État. Oui, mais Olivier de Lagarde qui fait une revue. On se méfie énormément du pouvoir de l'État, parce que l'État ment. Et l'État. En France aussi, l'État ment. En France aussi, l'État ment. Il a fait que mentir ces dernières années. Vous voulez que je vous dise? La France existe par la volonté de l'État. Il y a une histoire nos histoires n'ont rien à voir. Et donc, aux États-Unis, il y a une révérence vis-à-vis de la presse, qui défend la liberté, qu'il n'y a pas forcément en France, où on a connu une presse corrompue, une presse collabo, une presse aux ordres, une presse communiste. Et on a connu une presse qui était vraiment qui s'est pas grandi énormément. Il y a eu à la Libération, au moment après la Résistance, le Conseil national de la Résistance, l'idée de fonder une presse qui soit véritablement indépendante des pouvoirs de l'argent, des pouvoirs de. Mais ça c'est un peu évaporé, hein. Mais c'est un contre-exemple. Bon, en tout cas, Olivier de Lagarde, qui fait la revue de presse chaque matin, il peut voir que sur certains sujets, il y a... Ça veut pas dire que tout le monde pense pareil, mais les ennemis... Si, là, pour trouver des supporters de Donald Trump aujourd'hui dans la presse, il faut quand même bien les trouver. Mais même le Figaro, le Figaro est très incroyablement le chef du service international du Figaro, qui s'appelle Monsieur Philippe Gély, voilà, moi je lis toujours, respectable, et n'est pas du tout trumpiste. Mais enfin, il faut reconnaître également que Trump ne fait pas grand-chose pour se faire aimer de la part des Européens. Oui, mais c'est pas le sujet, c'est ce qu'on disait hier. Je préfère que Trump gagne plutôt qu'il échoue quand même. Sur le Groenland, par exemple. Sur les droits de douane, par exemple. Sur l'Iran, on dorme mieux le jour où le régime des mollahs n'existera plus. C'est une évidence. C'est ça que je dis. Oui, mais en attendant, il met des ultimatums qui repoussent tout le temps. Mais tout ça, ce n'est pas le sujet. Une fois qu'on a tout dit, je préfère que Trump l'emporte plutôt qu'il échoue. C'est sûr.
Enfin, et quand tu lis la presse française, t'as l'impression du contraire. Ouais. Tu as vu cet exemple, et on en a parlé hier avec l'aviateur qui avait une sorte de joie mauvaise. On espérait qu'il ne soit pas récupéré. Oui, mais donc je trouve ça étrange. On comprend votre réaction épidermique. Mais en même temps qu'il y a une réalité qu'il faut que vous regardiez en face, c'est qu'il y a un divorce avec les États-Unis comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire récente. C'est-à-dire que depuis un an, Donald Trump a infligé à cette vieille alliance ce vieux ménage transatlantique, il lui a infligé 3 dommages qui sont absolument, mais qui donnent l'impression d'être quasi irréparables. Il y a eu la guerre commerciale, il y a eu le Groenland, et le Danemark, qui était le pays le plus atlantiste de l'Europe. Aujourd'hui, il cherche un secours auprès de l'Europe contre les États-Unis, et il y a enfin cette guerre unilatéralement déclarée qui met les Européens au bord d'une catastrophe. Et donc on lui en veut. Évidemment, Donald Trump est un repoussoir. Plus les insultes répétées qui sont pas nécessaires. Envers le président de la République, qui sont gratuites. Mais pas seulement Macron, d'ailleurs, envers le président espagnol, l'anglais. Il n'a qu'un seul allié, c'est Israël. L'Amérique aujourd'hui, en guerre, a un allié qui est Israël. Mais l'Europe lui est hostile. J'entends ce que vous dites, mais je trouve ça, enfin je vais pas répéter ce que je viens de vous dire. Entre les mollahs et Donald Trump, je suis étonné qu'on préfère les mollahs. Là où vous avez raison, c'est que la presse ne fait pas la part des choses. D'une manière générale, on a l'impression que tout ce que fait Trump, c'est insupportable. On est en retard. Voilà, exactement. On est 9h25 et cet anti-Trumpisme, je le trouve assez stupide, un peu pénible pour tout vous dire. Bon, pas très intelligent. Cher Michel Chevalet, pendant que nous parlions et que vous parliez de Buzz Aldrin, notre excellent ami Norbert Saada nous a envoyé une petite photo et il connaissait très bien Buzz Aldrin. Et il l'a rencontré plusieurs fois. Mais Norbert Saada connaît la Terre entière. Donc, il m'a envoyé cette petite photo, tout Norbert Saada, Buzz Aldrin. Bon, il y a même des contacts sur la Lune. Mais Norbert Saada, sur la Lune. Norbert Saada connaît tout le monde. Donc c'est sur la Lune, tout le monde. Mais même mais Buzz Aldrin, il a rencontré, il m'a dit, il m'a envoyé. Ne connaît-il pas? Mais c'est extraordinaire. Alors le problème, c'est que et Buzz Aldrin, 97 ans, hein, vous avez dit. Bon, il est en bonne, j'allais dire en bonne forme. Il est encore, il parle, il donne des interviews. Là, c'est Aldrin. De plus en plus. Aldrin. Là, c'est Aldrin. Oui, j'ai rencontré Aldrin à 3 reprises, me dit Norbert, et à chaque fois, je lui disais combien j'étais enthousiaste après avoir vu en direct l'unissage. Il est le premier à lui avoir dit ça, bien évidemment. Bon, merci Michel. Vous étiez parfait. Hein, et on se reverra un dossier intéressant. On va en débattre. Les 40 ans de Tchernobyl, il y a le bilan. Ah oui. Ah oui, ça, oui, effectivement. Le problème du nuage, etc. Le nuage, il s'était arrêté à Strasbourg, le nuage. Ça ne vous a pas arrêté, ça ne vous a pas échappé. Il s'était arrêté à Strasbourg. C'est comme le Covid. Il s'était arrêté pile à la frontière. J'avais pris l'information de plein fouet, On savait pas trop ce qui se passait et on n'avait pas les informations. Je raconterai des anecdotes avec. Eh ben, on va commémorer cela. Il y a une série d'ailleurs qui avait été faite sur Tchernobyl qui était intéressante. Bon, il est 9h26. Nous marquons une pause et nous revenons à Donald Trump que vous détestez. À tout de suite. C'est Audrey Berthaud qui est là. Audrey, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Face à la hausse du prix du carburant, les agriculteurs se mobilisent aujourd'hui pour exprimer leur colère. À Saint-Nom-la-Bretèche, dans les Yvelines, des pneus sont en feu ce matin, une action de la coordination rurale du 78. Ils réclament des annonces concrètes du gouvernement. Après les récentes menaces de Donald Trump, le vice-ministre des Sports et de la Jeunesse iranien appelle les artistes et les athlètes à former des chaînes humaines cet après-midi en Iran, près des centrales électriques. Nous nous rassemblerons main dans la main pour affirmer qu'attaquer des infrastructures publiques est un crime de guerre, a-t-il écrit sur X. Et enfin, en Arabie Saoudite, un complexe pétrochimique situé dans l'Est a été touché cette nuit. L'attaque a provoqué un incendie. C'est l'une des plus grandes zones industrielles au monde où sont produits de l'acier, de l'essence, des produits pétrochimiques et des engrais chimiques. Merci beaucoup Audrey. La guerre contre l'Iran, nous étions hier soir ensemble en train de débriefer les paroles de Donald Trump. On va réécouter l'essentiel avec Kylian Salé et Vincent Herouet va pouvoir nous dire. Alors l'ultimatum, il l'arrête quand et quoi à 19h ce soir. 19h l'Iran. C'est 2h du matin. 2h du matin de Paris. Donc l'Iran revient à l'âge de pierre, si j'ai bien compris. Oui, mais oui, normalement, si l'ultimatum est respecté, si Donald Trump
passe à l'acte, ce sera ça. Bon, voyons le sujet de Kylian Salé. Pendant près d'une heure, Donald Trump a multiplié les attaques contre l'Iran. Le président américain a assuré pouvoir éliminer ce pays en une nuit. Il a annoncé la destruction prochaine de nombreuses infrastructures. Tous les ponts du pays seront détruits à minuit demain. Chaque centrale sera mise hors service. Une destruction qui peut se faire en quelques heures si l'Iran n'accepte pas son ultimatum. Ils sont jusqu'à 8 heures demain soir, heure de l'Est, heure normale de l'Est, pour faire les bons choix. Les bons choix, l'OTAN ne les a pas faits selon Donald Trump. Il a qualifié l'organisation d'inoffensive et d'inutile. L'OTAN est un tigre de papier. L'OTAN, c'est nous. Et lorsqu'on a eu besoin d'eux, on n'en a pas besoin de l'OTAN. Parce qu'ils n'ont pas du tout aidé, ils ne sont pas intervenus. Ils ont fait même l'inverse. Ils ont fait obstacle à notre opération. Une opération soutenue par le peuple selon le président américain. Donald Trump assure que les Iraniens sont prêts à souffrir pour faire tomber le pouvoir actuel. Bon, c'est vrai qu'on ne croit pas à ces ultimatums parce que c'est toujours pareil. Quand on a fait 1, 2, 3 et que tu ne le respectes jamais, tu ne crois pas. Ça montre qu'on est impatient d'obtenir un résultat. Ça ne veut pas dire qu'on est de moins en moins crédible au fur et à mesure que les ultimatums, on les repousse. C'est le 5e du genre en 17 jours, 18 jours. Donc évidemment, c'est un peu incompréhensible. Il y a un mystère dans la déclaration de Donald Trump. Il y a une phrase très énigmatique quand même quand il dit on peut prendre le pays en une nuit et ce sera peut-être ce soir. C'est quelque chose comme ça la citation. Hein. On voit pas de quoi il parle et on comprend pas très bien. Vous avez le détroit d'Ormuz. En fait, il y a la règle des deux. Vous avez le détroit d'Ormuz, c'est 200 kilomètres. Vous avez 2000 marins et vous avez 20 000 marins et 2000 bateaux qui sont coincés là. Et les Iraniens réclament 2 millions de dollars aux bateaux qu'ils laissent passer. Ça, c'est la réalité concrète de la situation. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et vous avez des Iraniens qui, finalement, ont un système de défense tellement décentralisé auquel ils sont préparés depuis si longtemps qu'ils peuvent tenir longtemps. Alors que Donald Trump, lui, il a des rendez-vous très précis. Il a la règle des 60 jours. C'est-à-dire que 28 février, 28 avril, le 28 avril, il est devant le Congrès, il doit rendre des comptes au Congrès et obtenir un vote sur cette guerre. Vous avez le rendez-vous électoral, et là, le sablier se vide. Ça, c'est les élections de mi-terme. Il est donc pressé d'obtenir le résultat. Les Iraniens, eux, ne sont pas pressés. Ils tiennent. Et ils tiennent de mieux en mieux en plus, ce qui est épouvantable. C'est-à-dire, quand ils bombardent les pays alentours, ils visent, leur acquisition est meilleure. Ils mettent des coups au but désormais. Bon, François Tsitsevich, hier, va nous rappeler le sauvetage, puisque le président Trump a donné beaucoup de précisions sur comment cette histoire, c'est un héros et c'est tout à fait exceptionnel, comment cet aviateur avait été sauvé. Thank you very much. Plus de 170 avions militaires et plusieurs centaines d'hommes mobilisés. Donald Trump a détaillé les opérations de sauvetage des 2 soldats américains. Certains étaient là pour faire office de leurre, parce que on voulait aussi lutter contre ces milliers de personnes qui au sol cherchaient ce pilote. Donc on voulait déployer ces avions un peu partout, les écarter au maximum pour que l'ennemi ne sache pas ce qui se passe en se disant il y a des groupes ici, il y a des groupes là qui ne sachent plus où donner de la tête. Pour la seconde opération de sauvetage ce dimanche, il a fallu entre 45 et 56 minutes aux forces américaines pour récupérer le pilote sous les tirs iraniens. Une opération historique selon les mots du président américain, qui loue le courage du pilote blessé. Il est donc monté en altitude, il a suivi ce qu'on lui a appris pour ne pas être capturé. Il a soigné ses propres blessures, il a contacté ensuite les forces armées pour communiquer sa localisation. Donald Trump s'en est également pris à la presse, qui avait révélé les informations sur le sauvetage. Il a promis de retrouver le responsable de la fuite et de le mettre en prison. Bon, Vincent, on va pas s'éterniser parce que on a dit l'essence.
On a dit l'essentiel hier soir, manifestement, et on redit un peu ce qu'on a dit hier, puisqu'il n'y a rien de nouveau entre hier soir et ce matin. Simplement, vous vouliez rajouter un mot sur Israël? Oui, non, parce que le compte à rebours qui se termine, c'est pas à cause de la façon dont les Américains font la guerre. Parce que, à la rigueur, là, ils viennent de réussir un coup magistral avec cette opération de sauvetage qui montre à quel point la machine militaire est écrasante. Le problème, c'est qu'ils ne veulent pas prendre le risque de mettre des hommes au sol, ils veulent pas aller au bout. Il y a que les Israéliens et les Iraniens qui, aujourd'hui, se battent en mettant leur peau en jeu. Les Américains ne le font pas et ne le feront pas. Ben, c'est important de le dire. Et puis, ce qui est intéressant, parce que c'est de voir les raids dans l'histoire, et ce matin, dans la matinale, il y avait un sujet très très intéressant, d'ailleurs, de Maëva Lévy, qui a rapporté, Maëva Lamy, pardonnez-moi, qui a rapporté les grandes opérations de ce type, qui font parfois des films, d'ailleurs, Raid sur NTB, je crois que c'était un film avec Charles Bronson, il me semble, dans les années 70. Donc, c'est le modèle. Bah, c'est le modèle, exactement. Donc, je voulais juste qu'on voit ce sujet de Maëva Lamy, parce que ça participe effectivement à l'histoire du monde, à une forme de mythologie aussi des interventions. Regardez ce sujet. Il a marqué l'histoire militaire israélienne, le raid d'Entebbe. À l'été 1976, un vol d'Air France Tel Aviv-Paris est détourné par un commando composé de terroristes pro-palestiniens. Dans la nuit du 3 au 4 juillet, les Israéliens lancent une opération de sauvetage. C'est un succès, 102 otages sont libérés, 3 d'entre eux sont toutefois tués, ainsi qu'un soldat, le frère de Benjamin Netanyahou. Autre opération historique, en 1977, un avion de la compagnie Lufthansa est détourné vers Mogadiscio, en Somalie, par 4 membres du Front populaire de libération de la Palestine. Les Allemands envoient une unité d'intervention qui parvient à libérer tous les otages. Enfin, dernier exemple, en 2011, le raid lancé par les États-Unis pour tuer Oussama Ben Laden à Abbottabad au Pakistan. Il dure 40 minutes et se solde par la mort du leader d'Al-Qaïda, sans aucune perte humaine pour les Américains. Voilà qui était toujours intéressant de se souvenir de ces raids. Le raid auquel on pense, auquel il faut penser parce que c'est une réalité politique importante, c'est que Donald Trump, pendant le week-end, a en quelque sorte obtenu la revanche au raid lamentable de 1980, quand la toute jeune République islamique avait humilié l'Amérique avec l'échec de l'opération de sauvetage des diplomates et des employés de l'ambassade qui avaient été pris en otage. Et donc, 46 ans après, voilà, justice est faite en quelque sorte. Bon, on va changer de sujet et complètement changer de sujet puisqu'on va aborder les violences sexuelles dans le périscolaire. Et c'est extrêmement intéressant ce qui se passe parce que on a l'impression qu'une fois que les municipales sont passées, la parole se libère. J'ai vu par exemple que c'est Madame Bécaud qui va ouvrir aujourd'hui une enquête sur le crack à Rosa Parks et dans Paris. Oui, mais c'est ce que disait Rachida Dati pendant toute la campagne. Et une fois que la campagne est terminée, on ouvre une enquête. Et de la même manière, j'avais vu qu'à Hidalgo, il y avait une perquisition qui avait été faite. C'est bien, la justice, elle garde des bons timings. Quand c'est à droite, c'est avant, et quand c'est gauche, c'est après. Voilà. Mais bon, c'est un hasard. Et il faut avoir, évidemment, c'est un hasard complet. Mais d'abord, c'est bien ce qu'elle fait, d'ouvrir, effectivement. Oui, en tout cas, sur ce qui se passe dans le 19e, indéniablement, il y a quelque chose à faire et c'est plutôt bien que l'État s'en saisisse. Après, le timing, effectivement, peut interroger. Bon, alors là, vous allez entendre, la ville de Paris a suspendu 78 animateurs dans les écoles depuis 2026, dont 31 pour suspicion de violence sexuelle, a annoncé vendredi le nouveau maire de la capitale. C'est important de dire que toutes les professions qui ont été en contact avec des enfants, il y a eu des problèmes majeurs ces 50 dernières années. Je dis ça parce que je pense à l'Église, parce qu'on a parfois fait un lien entre ces violences sexuelles et l'Église. L'Église, avant tout le monde, a fait, entre guillemets, ce qu'il fallait faire. Avant tout le monde. Mais dans le monde du sport, dans le monde de l'éducation nationale et dans d'autres mondes, ce travail-là n'a pas été fait. Donc il faut rendre hommage à l'Église parce que, croyez-moi, ça a été très douloureux pour l'Église. Et elle a été fortement attaquée. Mais elle a su faire. La focale médiatique a été mise aussi particulièrement sur certains faits au détriment d'autres. Moi, par exemple, quand je découvre que 78 animateurs ont été suspendus, honnêtement, c'est
c'est délirant d'imaginer qu'on n'en a pas entendu parler plus que ça avant. Oui, parce que ça veut dire que c'est un système. Il y a quelque système. chose de vraiment très problématique. Il y a un problème dans systémique. Ah oui, comme on dit. Mais que fait la presse? Là, c'est une vraie Que fait la justice aussi. Hein. Oui, mais d'abord, que fait la presse? D'abord, que fait la presse? Parce que quand on commence maintenant à voir les détails qui sont glauquissimes, qui sont sordides, vous ne comprenez pas que cette affaire ne devienne pas un scandale d'État. Vous ne le comprenez pas. Et que certains ne sont pas suspendus, mais mis d'un établissement à un autre. Et là, on se dit, quand vous avez quelqu'un qui est mis d'un établissement à un autre, mais comment c'est possible de mettre en danger la vie d'enfant de façon délibérée? Quand vous le mettez d'un établissement à l'autre, c'est délibéré. Avec des responsabilités politiques engagées, parce que ces gens-là ont été embauchés, ils doivent rendre des comptes, il y a des services de la municipalité qui ont été impliqués. Donc il y a des conséquences politiques aussi. Et puis le pire, c'est qu'il y a des alertes qui ont été Olivier de Lagarde faites et rien n'a bougé. Et vous avez raison de souligner que durant la campagne municipale, la presse a été, on va dire, très discrète sur le sujet. Même avant ça, c'est-à-dire avant même la campagne. Mais pourquoi avant? Je vous pose la bonne question. Parce qu'il y a le pas de vague, tout simplement. Si. Quand vous en parlez pas à ce moment-là, c'est un pas de vague. Si on avait été... Mais il y a pour l'Église, cet argument ne tient pas manifestement. Là, je parle du périscolaire. Oui, eh bien, et pourquoi le périscolaire est traité d'une certaine manière et l'Église d'une manière différente? Vous savez pas? À votre avis, réfléchissez. Je suis sûr que vous allez trouver toute seule. Sur l'histoire du périscolaire, il faut aller voir ce qui s'est passé dans les conférences de rédaction du Parisien, notamment, parce que c'est quand même leur zone d'achalandise. Hein. C'est-à-dire que l'Église est une cible pour la presse française depuis des années. À faire, oui, mais il y a, c'est tout. C'est assez simple. L'Église est une cible et d'autres secteurs d'activité ne le sont pas, parce que c'est facile de taper sur l'Église de Rome. C'est très facile. Il y avait beaucoup de ménage à faire dans ce secteur, hein, l'Église. Je vous répète, si, je vous assure, dans le monde du sport, si les gens qui étaient à l'INSEP en 80 ou 85 racontent ce qu'ils ont vu, de leurs yeux vus, des sportifs hommes qui violaient dans les couloirs de l'INSEP les jeunes femmes, si ces gens-là parlent aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est invraisemblable. Invraisemblable. Avec, effectivement, tu confiais tes enfants à l'INSEP, ils avaient 11 ans, 12 ans, 13 ans, et notamment des jeunes femmes, bien sûr, c'était des jeunes filles qui étaient principalement les cibles de ça, et tout ça ne se savait quasiment pas. Il y a une enquête d'ailleurs dans l'équipe qui a été faite là-dessus. À qui pourrait nuire une telle enquête? Donc, par exemple, on a deux exemples. À l'église, en effet. Pétaram, on avait vu la grosse ficelle aussi, c'était de nuire à François Bayrou indirectement, ou même très directement. Là, qui aurait pu pâtir d'une enquête sur le périscolaire à Paris? Posez la question, et vous avez peut-être un élément de réponse sur la... Et je vous le répète, l'église a été très courageuse, très courageeuse, effectivement, faire entre guillemets ce travail ou ce ménage. Ça aurait montré également que la maire de Paris, les adjoints ne contrôlent pas du tout leur administration. Oui, mais ça du tout. Voilà. Et donc évidemment, au moment des municipales, c'est plus ça le sujet que d'avoir couvert éventuellement des faits. C'est pas le. Ils ne contrôlent pas, ils ne contrôlent rien. C'est l'administration. 78 suspendus. Non mais c'est énorme. Mais c'est votre expression, ouvrir le capot, c'est-à-dire qu'on voit et il y en a de plus en plus. Exactement. Oui. 78. Alors, fin janvier, et là, je vais vous faire écouter un témoignage. Sophie et son mari découvraient que leurs enfants de 3 et 4 ans subissaient des violences et des viols à l'école sur le temps périscolaire. Depuis, c'est toute une famille traumatisée. Sophie était invitée tout à l'heure de Marc-Olivier Fogiel sur RTL. La mère... Alors, l'école, je vais pas vous donner l'école. A priori, je sais l'école dans laquelle ça s'est passé, mais... pour vérification, c'est dans Paris. Nous ne donnerons pas ce nom de l'école. La mère de famille constate que ses enfants rentrent perturbés de l'école, des crises la nuit, des colères sans raison, des pipis au lit ou après le bain, des symptômes l'alerte. Cette école, c'est la bagarre, lui raconte son petit garçon, qui revient avec des bleus. Écoutez ce témoignage. Votre petit garçon blessé, en allant le chercher à l'école, vous découvrez qu'il a la bouche qui a triplé de volume. Vous lui posez des questions, j'imagine. Une petite maman qui voit son petit garçon revenir avec des bleus, ça interpelle. Je suis retournée à l'école au moins une demi-douzaine de fois pour avoir des conversations avec la directrice de l'établissement et les maîtresses. Mais vous savez, à cet âge-là, les petits garçons, ça se bagarre. C'est ce qu'on vous dit. Et lui, il disait quoi? Les grands m'ont poussé? Maman, cette école, c'est la bagarre. Et les grands m'ont poussé dans l'escalier, j'ai été tout seul et ils m'ont encerclé dans la cour. Ma petite fille, plusieurs fois, on en l'a cherchée à l'école, de façon isolée, une fois sa nounou, une fois moi.
Elle ne pouvait plus marcher, tellement elle avait mal aux parties intimes. Plus marcher? Non. Plein Paris, dans un des quartiers les plus chics de Paris. Franchement, ce témoignage était effrayant ce matin. Sophie, c'est un prénom d'emprunt. Vous avez compris que cette dame témoigne de manière anonyme. Et je vous propose d'écouter un deuxième passage. Mai 2025, une plainte a été déposée pour violence sexuelle contre des animateurs avant que vos enfants aillent à cette école. Vous découvrez aussi que le cache investigation a été filmé en mai 2025 avant que vos enfants aillent à l'école. Tout ça, personne ne vous disait rien, mais pourquoi? On a été mis au courant de ces faits parce que des parents lanceurs d'alerte ont enfin pu prendre la parole. Et tout le monde se renvoie la balle. Et donc c'est la faute de personne. C'est de la faute de personne. Personne n'assume surtout la responsabilité, personne ne prend la responsabilité. Tous ces gens-là étaient au courant des différentes plaintes, etc. Tous ces gens-là étaient au courant. Mais par exemple, l'association de parents d'élèves, puisqu'il n'y a pas aussi que les institutions, ils étaient au courant, l'association de parents d'élèves? L'association de parents d'élèves était informée. Et elle disait rien. Manifestement avait été sommée par la mairie d'arrondissement de ne pas informer. Thomas Bonnet, plutôt qu'attaquer ces news et de porter plainte, où sont les mises en examen? Où sont les mises en détention? Que fait la justice? J'entends des suspensions, mais ça veut rien dire. Il y a eu 3 personnes interpellées pour l'instant sur 78, donc c'est très peu. Mais je vous répète, les mises en examen, les gardes à vue, les détentions, il y a aucune garde à vue. Alors il y a eu 3 personnes qui ont été interpellées là il y a quelques jours dans le cadre d'une enquête précisément dans un établissement. Parce qu'il y a des choses qui me paraissent beaucoup plus graves que de déclencher l'article 40 parce que a été dit un mot qui ne convient pas à certaines personnes sur un plateau de télévision. Non, on est parfaitement d'accord. Je pense qu'il y a des choses beaucoup plus graves en France. Là, il y a rien. Il y a on nous dit simplement il y a 78 animateurs, 78. Et la question, ça, c'est ceux qu'on a détectés. Imaginez, on peut éventuellement imaginer que d'autres personnes sont encore passées dans les dans les publics. Imaginez que ce soit arrivé dans le privé. Et que à Paris, on parle que de Paris. Mais pardonnez-moi. Arrivé dans le privé. Mais il me semble que aujourd'hui, c'est Madame Hidalgo, tous les qui doivent être entendus, tous ces gens-là doivent être au moins mis en garde à vue ou être entendus, auditionnés. Garde à vue, je ne sais pas, mais auditionnés. Oui, bien sûr. Enfin, il y a des responsabilités, c'est invraisemblable. Et on n'est qu'au début, hein. Oui. On est un véritable, vous avez raison, un scandale d'État. Je pense que l'urgence aussi, c'est de faire un moratoire pour éviter que là, ça puisse se reproduire. Parce que il y a aussi une question de, visiblement, on a des profils très très problématiques, et c'est un euphémisme, au sein des établissements scolaires à Paris. Donc il faut déjà les écarter le plus vite possible de ces établissements. Parce que le risque, c'est que la liste s'allonge. On est à 78, dont 31 pour agression sexuelle présumée. Faut revoir les modes de recrutement. Écoutez, moi, je vais vous dire, je trouve ça très bizarre, en fait. Je trouve ça très bizarre. Parce que le nombre, 78 personnes, il y a évidemment des gens qui sont au courant. Et ce que je trouve incroyable, je le dis, c'est pas de mise en examen. Ouais. Donc il y a quelque chose qui est pas clair là-dedans. Oui. Même pas de convocation, en fait. Il y a des choses qui n'est pas clair. Et effectivement, c'est arrivé d'ailleurs assez tard dans la campagne. Il y a des choses qui ne sont... Quand on est à ce niveau, le témoignage de cette dame, elle dit, voilà... ça se savait. Rappelez-vous, le groupe d'opposition conduit par Rachida Dati, dès 2015, avait demandé des comptes à l'équipe municipale menée à l'époque par Anne Hidalgo. Donc ça ne date pas d'hier. Et pour autant, que je sache, il n'y a pas eu de prise de conscience, ou en tout cas d'action résolument menée par la municipalité d'Anne Hidalgo. Je voulais vous faire écouter un autre passage que Marine Lançon me proposait. C'était Sarah El Haïry. On l'écoute tout de suite, Sarah El Haïry, on l'écoutera, me dit-elle, après la pause. C'est le carillon d'Europe 1, et ça nous fait plaisir d'abord de voir Thomas Hill, parce que Thomas est toujours là, mais surtout, ça nous fait plaisir de voir également, je ne sais pas s'il est déjà avec vous, Alexandre Delperrier. Alexandre Delperrier qui sera avec nous dans un instant, animateur télé, bien sûr. Bien sûr, mais pas que, justement, c'est ça qui est intéressant. Absolument. Et là, il vient parler justement de une sorte de double vie finalement qu'il a menée pendant des années. Il a caché le fait qu'il était aussi artiste peintre sous un autre nom. Et il vient nous en parler ce matin et révéler toute cette partie de sa vie. Voilà. Et il n'est pas avec vous là en ce moment. Il n'est pas arrivé encore. Mais on verra parce que nous, on va le recevoir, on va montrer ses toiles. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a une certaine image. On a tous des images. Quand on fait de la télévision. Donc lui, il avait l'image d'un animateur d'émissions de divertissement, et puis il a été également journaliste de sport sur Europe 1 d'ailleurs très longtemps le soir. Et puis parallèlement à ça, il a réussi non pas une reconversion, je ne sais pas comment dire, mais d'être un artiste reconnu.
qui vend des toiles et sur le marché de la peinture qui a une cote importante. Et c'est cette histoire qu'il vient vous raconter ce matin. Absolument, et tous les drames de sa vie aussi, parce que sa peinture, elle vient de là aussi, donc il va nous raconter tout ça. Et puis ensuite, on sera avec Alice Taglioni, la comédienne Alice Taglioni. Alors elle revient à ses premiers amours qui sont le piano, et elle va nous dévoiler son premier titre ce matin sur Europe 1. Voilà, elle a jamais montré ça encore, cette facette-là, mais il y a un piano qui est installé là. Voilà. Bon, vous-même, vous jouez du piano, cher Thomas? Moi-même, je n'ai aucun talent caché, parce que tout est devant vous. Tout est devant c'est pas que vous êtes pas comme la lune. Il y a rien, il y a pas une face cachée. Non, ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Bon, bah, écoutez, c'est dommage. C'est ballot. C'est ballot, comme vous dites. Bah, écoutez, merci beaucoup, chers camarades, et on marque une pause et on reviendra vraiment sur ce scandale du périscolaire dont nous ne sommes qu'au début. Vous restez avec nous parce qu'on va recevoir, c'est intéressant, Daniel Rondeau, le système de l'argent de l'Académie française. Vous avez lu le livre? Oui, c'est remarquable. C'est assez remarquable. Oui, tout à fait. Ça peut se lire séparément. Il y a d'autres ouvrages auparavant, mais c'est remarquable. C'est assez remarquable. Et l'argent comme un langage universel, l'argent. Alors la fameuse phrase de Mitterrand, l'argent qui corrompt. Oui, il parlait des hommes. Il connaît bien. Oui, il connaissait bien. Ouais. C'est même pas vrai, parce que quand on disait... Alors ça, franchement, c'est une légende urbaine. Non, mais il a été ouvrier, j'ai pas terminé il a été ambassadeur, il est académicien. Ah non, vous parlez de Daniel Rondeau. Oui, je parle de Mitterrand. Sous toutes ses coutures. Oui, bien sûr. Je croyais que vous parliez de Mitterrand. Ah non. Parce que Mitterrand, on disait que c'était un homme d'argent, et en fait, il y avait rien. Quand on a ouvert les comptes, il y avait... Je sais pas. Enfin, toute la famille, c'est Roger Hanin qui avait été payé pour son fils, tellement il n'y avait pas d'argent. On peut lui faire beaucoup de reproches, mais il n'y avait pas d'argent caché, il n'y avait pas d'argent dans le coffre. Ça c'est fichtre rien, je n'ai jamais enquêté sur le sujet. Non, il n'y avait pas d'argent. Bon, allez. Vous êtes toujours dans l'ironie. Non, on marque une pause. Bon, je sais que je ne sais pas, comme disait qui vous savez. À tout de suite. Et nous rappeler de nouveau les titres et nous continuons cette discussion sur François Mitterrand. Parce que notre ami Vincent Hervouette semblait méfiant. C'est à vous. C'est mal. Il est à 10h, Pascal. Ça y est, la première prévente pour le concert de Céline Dion est ouverte. Pour les grands chanceux tirés au sort hier, vous pouvez tenter d'obtenir vos places. Une deuxième prévente est prévue demain, toujours à 10h, pour les titulaires de cartes Visa. Jeudi, la troisième prévente ouvrira sur le site de Paris La Défense Arena. Et puis vendredi, à 10h toujours, la vente officielle ouvrira ses portes au grand public. Nicolas Sarkozy est arrivé au palais de justice de Paris. À partir d'aujourd'hui, l'ancien chef de l'État a 3 jours pour convaincre dans le cadre du procès en appel du financement libyen. Au début de son interrogatoire, il a réaffirmé être innocent et vouloir répondre à la souffrance des parties civiles. Et enfin, l'Iran a qualifié Donald Trump de dérangé suite à ses menaces d'escalade. Hier soir, le président américain a affirmé que l'Iran pourrait être détruit en une seule nuit. Les menaces sans fondement du président américain dérangé n'a pas d'effet sur la poursuite de l'offensive, a répondu le porte-parole des forces armées iraniennes. Merci beaucoup, Audrey. On va continuer sur cette affaire du périscolaire. Il n'y a pas de signalement non plus, Thomas Bonnet. C'est ça qui m'étonne. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien. Il y a 3 personnes, comme je le disais, qui ont été interpellées à la fin du mois de mars, qui ont été placées en garde à vue. Je pense qu'ils en sont sortis. Il va y avoir des enquêtes judiciaires en cours. Mais il y a donc toujours, en fait, ces suspensions. Ce qu'on peut dire, c'est quand même s'il y aura peut-être des responsabilités politiques à tirer, c'est qu'Emmanuel Grégoire, dès son élection, a pris ce sujet, en tout cas, dans la communication politique qui est la sienne, a fait de ce sujet un sujet de son début de mandat. Mais il était premier adjoint. Comment pouvait-il ne pas être au courant de cet énorme scandale? On parle de 78 animateurs. Ça veut dire combien d'enfants? Posons la question. Mais je suis d'accord. Combien d'enfants sont traumatisés à vie? Dans le monde du sport, par exemple, quand vous recrutez un entraîneur, vous lui demandez son casier judiciaire aujourd'hui. Entraîneur pour les jeunes. Est-ce que, c'est ça qui m'intéresserait de savoir, les procédures. Comment ces 78 personnes étaient-ils ou étaient-elles recrutées? Est-ce que on leur demande un casier judiciaire? Ce qui est la moindre des choses. Est-ce que dans ces 78, il y a déjà des gens qui ont été condamnés? En fait, tout ça, on ne sait rien. La presse, je sais pas où elle est. Comme toujours, elle est aux abonnés absents. C'est un sujet qui ne l'intéresse pas trop. Alors, elle va fouiller maintenant. Mais je le répète, ça serait dans d'autres secteurs, elle fouillerait davantage. Et puis, alors, la justice, elle est plus intéressée parfois par autre chose, de se payer un nom, plutôt que d'aller chercher ce qui se passe. Ça, c'est un sujet de société dramatique. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a deux options. Est-ce que simplement il y a
une surreprésentation des prédateurs sexuels parmi les animateurs du périscolaire. Et donc, mais la réponse est oui. La réponse est oui. Mais est-ce que c'est des gens qui vont... Ils y vont pour ça. Bah évidemment. Mais voilà. Mais l'autre option, c'est aussi qu'il puisse y avoir une sorte d'organisation. C'est-à-dire que les gens se retirent des tuyaux en disant, voilà, c'est facile d'aller là. Enfin, c'est terrible ce que je dis, mais non, c'est exactement. C'est exactement. C'est certaines professions, effectivement, les professions qui sont en contact avec les jeunes gens, les très jeunes gens, les enfants, attirent évidemment ce type de personnalité. Et ça, on doit le savoir. Mais je vous dis, le recrutement, qui recrutait ces 78 personnes, vous le savez? La municipalité, en tout cas. Eh bien, et qui a dans la municipalité? Il y a un bureau. Les services et l'administration qui sont sous la responsabilité. J'entends bien. Mais alors ces gens, je veux les entendre. Le casier judiciaire. Est-ce qu'on leur demandait le casier judiciaire? Est-ce qu'il y avait un entretien, entre guillemets, est-ce qu'on évaluait les psychologies des uns et des autres? Tu donnes tes enfants... Enfin, vous vous rendez compte? Tu laisses tes enfants le matin à 9h? C'est ce que tu as le plus cher au monde? Et tu vas les donner à des gens qui sont pas capables et au-delà de s'en occuper? Enfin, c'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Tous ces gens-là ont une responsabilité. Je vous assure. Et quand il y a eu des signalements, surtout, on a visiblement parfois juste déplacé l'animateur. Mais bien, mais là, on est vraiment dans c'est le terrible. C'est-à-dire que au lieu de l'écarter, on le met dans. Je devrais peut-être pas dire ça, mais si on mettait que des animatrices, on aurait presque plus de problème de ce côté-là. C'est ce qu'on disait à la pause. Pardonnez-moi de le dire. Non, mais vous avez raison. Moi, je me pose la question. Il y a 78 animateurs. Je vois pas. Mais vous avez raison. Moi, mais vous avez raison. Ça pose la question du rapport. C'est radical. Mais vous avez raison que manifestement, on pourrait faire un moratoire et dire bon bah pour l'instant, les animateurs hommes, il s'agit pas de les incriminer tous, mais vous avez raison. Mais vous avez raison parce qu'effectivement, vous avez parfaitement raison. Ça limiterait une partie des problèmes. Exactement. Alors, écoutez, Sarah El Haïry, qui est au commissariat à l'enfance. Exactement, et qui est intervenue ce matin. Il y a des prédateurs. Et aujourd'hui, dans le périscolaire, comme dans d'autres secteurs, la culture, le sport, plus largement le babysitting, les prédateurs vont là où il y a les enfants. Et dans le périscolaire en particulier, en 3 mois à peine, plus de 31 personnes ont été éloignées. Pourquoi? Parce qu'il faut aller chercher les responsabilités, parce qu'il faut croire les enfants, parce qu'il faut croire et accompagner les parents. Et pour ça, il faut redoubler d'efforts sur les contrôles d'antécédents judiciaires, avec un certificat d'honorabilité bien sûr, mais aller plus loin, croire les enfants, croire les parents, et aller chercher la responsabilité de ceux qui savent et qui ont été alertés. En fait, là, tu t'aperçois que cette municipalité, et là, on ouvre le capot, mais c'est vrai sur tous les sujets. C'est ça, la réalité. C'est que si tu ouvres n'importe quel sujet, tu t'aperçois que c'est pas tenu. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ce soit à Paris. Pourquoi est-ce que ce serait pas ailleurs? Mais parce qu'il y en a partout et qu'on le sait pas encore. Oui, c'est ça la réalité. Visiblement, ça se concentrait quand même. Il n'est pas impossible d'imaginer que ça se produise ailleurs, Olivier. C'est qu'il y en a partout, mais pour l'instant, les projecteurs sont ici. Mais demain, il y en aura à côté. Enfin, c'est pas circonscrit à Paris. Je ne sais pas. Je sais pas si dans d'autres communes, on ne faisait pas plus attention au moment de recruter les gens. Je pense pas. Je n'en sais rien. Il y avait ce cas à Nantes de ce militant de la France Insoumise qui avait été embauché dans un périscolaire. Écoutez, Sarah El Haïry. C'est absolument terrifiant. Là, on était vraiment dans le sordide le plus atroce. Écoutez, Sarah El Haïry qui explique comment les prédateurs se déplacent. Là, dans les dernières annonces, pour le coup de la ville de Paris, il y a de la formation, il y a des avancées, mais il faut surtout de la transparence pour reconstruire de la confiance. La transparence, c'est quoi? C'est quand j'ai un signalement, j'en informe les parents, je vais jusqu'au bout, il y a des conséquences. Il n'y a plus de « je le connaissais, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans ». Ça existe encore. Bien sûr que ça existe. Et pour aller plus loin, il faut ne pas laisser aussi ces prédateurs, vous savez, passer d'un secteur à l'autre. Moi, ce que je vois, c'est que quand aujourd'hui on traque dans l'aide sociale à l'enfance, quand on traque dans aujourd'hui la petite enfance, j'ai trouvé 3000 pédocriminels condamnés avec le certificat d'honorabilité. Alors le certificat d'honorabilité... Ils vont ailleurs. Oui, et donc c'est... Ils se déplacent. Les prédateurs se déplacent. Il a raison. Ils y vont pour ça. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc les DRH qui ont employé ces gens-là sont des criminels. Oui. Sont des criminels. C'est-à-dire de ne pas avoir demandé des casiers judiciaires, de mettre ces gens avec des enfants de 2 à 4 ans, s'ils étaient condamnés, et c'est de ne pas avoir fait le job, c'est criminel. On va le dire comme ça. Il faut faire preuve de radicalité pour ces sujets. Moi, je serais pour de mettre des caméras de surveillance. Je serais vraiment pour la radicalité. Mais moi, je suis d'accord avec vous sur les caméras de surveillance. C'est tolérance zéro. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, les caméras de surveillance, faudrait les mettre partout. Oui. Je pense qu'il faudrait les mettre dans les classes.
Mais je le pense aussi. mais oui. Et j'étais pas d'accord avec ça il y a quelques années, et maintenant les faits de société m'ont fait changer d'avis. Mais bien sûr, tu les mets dans les classes. Je crains que ça dissuade pas les prédateurs. Ah si. Non, mais même dans les classes pour savoir ce qui se passe, je vous assure, tu vas être dans cette société-là parce que si tout le monde sait qu'il est sous surveillance dans certains endroits, dans la vie privée, je m'en fiche. Je m'en fiche. On va pas mettre des caméras dans la vie privée, mais dans certains endroits de la vie publique, où il y a où il y a des enfants, et puis même où il y a, tu peux mettre des, je crois aussi tu peux imaginer. Mais je sais bien, c'est pas idéal, Vincent, vous avez raison, mais vous avez, cette société, elle est horrible. C'est pas l'idéal. J'entends ce que vous dites, je comprends. C'est vertigineux, quand même, de se dire que on est dans une société qui est à ce point corrompu, dans un tel état de corruption, que sur des enfants de 2 ans, c'est tout petit à 2 ans, ils risquent pas de se plaindre, évidemment, ils risquent pas de dénoncer. Mais ça a sans doute toujours existé, ça. Pardon? Ça a sans doute toujours existé. Oui. Je le crains. Je pense que, simplement, c'était pas dit. Écoutez, l'inceste dans les familles. D'accord, ok, donc bon, dans ces cas-là. L'inceste dans les familles et l'inceste dans les milieux, tout milieu confondu, tout milieu confondu. Et l'inceste des pères avec les filles, tout milieu confondu. Moi, j'ai tendance à penser qu'il y a quelque chose de culturel. Vous savez, votre scandale qui vous absolument pas, c'est dans tous les milieux. Qui vous sidère par son ampleur, 70, effectivement, animateurs soupçonnés d'être des pédophiles, à ce point criminel pour s'attaquer à des tout petits. À Paris, dans la seule ville de Paris, c'est effectivement vertigineux. Ça me fait penser, vous savez, au scandale qu'on vient d'avoir avec au Royaume-Uni qui ébranle vraiment le pays depuis 10 ans, avec l'histoire de gangs pakistanais qui prostituaient des enfants, des toutes jeunes filles, et ça a duré pendant des années, et dans une impunité incroyable, parce que la société ne voulait pas voir, elle ne voulait pas le savoir. Et aujourd'hui, il y a un effet boomerang terrible, il y a une crise, il y a une défiance vis-à-vis de tout ce qui est autorité. Vous avez la même chose en France, vous avez la même chose. En fait, le sentiment qu'on a, et Thomas Bonnet, c'est que le calendrier électoral a joué un très grand rôle dans cet étouffement du périscolaire. Voilà le sentiment que je peux avoir. Je ne parle qu'à titre personnel, bien sûr. C'est le sentiment que j'ai en voyant ça. Comme par hasard, ça sort après les municipales. Donc le calendrier électoral municipal, il a commencé il y a combien de temps? Il y a 18 mois. 18 mois peut-être qu'on est en campagne électorale à Paris. Et que c'est un sentiment que j'ai, que je peux pas le prouver, ce que je dis là. Mais je me dis, voilà, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Il y a eu des signalements il y a très longtemps. 2015, je vous le disais, les faits datent de 2024. Ce qui est étonnant, c'est que Rachida Dati ne soit pas montée au créneau, plus fortement d'ailleurs. Elle l'est montée Elle est quand même montée sur la fin de la campagne. Sur la fin de la campagne. Et la dernière question, si vous permettez, c'est là, on suspend des animateurs, etc. Mais c'est quoi les condamnations ensuite? Parce qu'il y a aussi un sujet de réponse pénale en France sur ces sujets-là, où trop souvent, malheureusement, on voit des condamnations inférieures à ce qui devrait être. Ou pas de condamnation par manque de preuves, malheureusement. Aussi, mais voilà, il s'agirait aussi de sanctionner et de punir sévèrement, évidemment, ça va de soi, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Bon, le carburant, hier, vous en parliez vous m'avez fait peur hier, j'ai cherché, j'ai tourné toute l'année pour trouver une station d'essence. Ça rouvrait ce matin. Oui, vous m'avez expliqué que le choc pétrolier qui arrivait, c'était rien, celui qui s'était passé en 73, en 78 et en 2006. Donc moi, j'ai tourné toute la nuit pour trouver de l'essence. Vous l'écoutez encore 5 minutes, il m'accusera de faire des actions chez Total. Ah oui, bien sûr, vous m'avez fait peur. Donc, une station sur 5 quand même qui est touchée par une... Combien? Une station sur 5. Voilà. Par au moins un carburant en pénurie. Alors que le trafic était particulièrement dense pour les retours du week-end de Pâques, 2039 stations-service en France se trouvent en rupture partielle ou totale d'au moins un carburant, soit près de 21% du réseau selon les données gouvernementales. Bon, comme avait dit monsieur... gouvernemental, parce que du moment où le gouvernement dit pas de pénurie, tout le monde entend pénurie. Non, mais ils ont dit se précipite. Ils ont dit son contraire. Enfin, comme toujours sur ces sujets-là, Maud Brégeot, Roland Lescure, ça fait 15 jours, c'est la brasse coulée et on dit n'importe quoi. Quand vous dites pas de pénurie, les gens entendent pénurie. Et puis surtout, vous dites pas de pénurie. Encore ce matin, Maud Brégeot dit ça. Vous allez avoir des Français qui vont essayer de faire le plein. Ils vont arriver devant une station, il y a rien. Ils entendent pas de pénurie à la télé. Ils vont à la station-service, il y a rien. Donc il faut quand même... Les stations, pour acheter tant que c'est... Écoutons Maud Brégeot, me dit Marine Lançon. Il n'y a pas de risque de pénurie. C'est la différence entre une
pénurie de matière et des difficultés logistiques. Il n'y a pas de problème d'approvisionnement, il n'y a pas de problème dans les raffineries. Quand les camions vont au dépôt, ils peuvent charger, il n'y a pas de difficulté, là encore, pour trouver le samplon ou le gasoil, mais les réseaux de transport ont été particulièrement tendus ces derniers jours. Alors, c'est incompréhensible. Je veux dire, en fait, ces gens parlent et on cherche ce qu'ils ont dit après qu'ils ont parlé. Je sais pas vous dire. Je veux dire, ces gens, mais parler, faire de la politique, c'est parler au plus grand nombre. Ouais. Donc, tu parles et tu dis, mais qu'est-ce qu'elle a dit, en fait? C'est incroyable, hein? Chérie, on fait le plein ou pas? Voilà, là, les gens, voilà. Je vous le dis, il n'y a pas de pénurie, les gars. Il n'y a pas de pénurie parce que les camions peuvent venir, mais bon, les transports, c'est tendu. Mais alors, j'ai de l'essence ou pas? Écoute, vieux, il n'y a pas de pénurie et je vais réfléchir à ta question. C'est incroyable. C'est incroyable, quoi. J'assure, c'est... Non, mais écoute... Mais t'auras pas d'essence, mais il n'y a pas de pénurie. Tu vas mourir malade. Tu vas mourir guéri, pardon. C'est ça, le truc. Tu vas mourir guéri. Mais ne t'inquiète pas, il n'y a pas de pénurie. Mais j'ai pas d'essence. Non, mais il n'y a pas de pénurie. Ah bah tout va bien alors. Mais j'ai pas d'essence quand même. Bon, je veux dire, c'est des sketchs. C'est des sketchs. D'autant que... Tout va bien. La pénurie, elle ne vise pas que les carburants. Il y a d'autres pénuries. Non. Elle vise l'intelligence. Non. Il y a une pénurie sérieuse. C'est les 10 ans d'en marche, d'ailleurs. L'engrais, le pénurie sur l'engrais pour les agriculteurs. Il y a bientôt plus d'engrais pour nos agriculteurs. Non, mais c'est quelque chose. Et le prix de l'engrais. J'aimerais entendre la ministre de l'Agriculture sur cette question qui est absolument cruciale. Ouais. Bon, il n'y a pas de pénurie. Je voudrais qu'on voit le sujet sur l'inquiétude des automobilistes quand même parce qu'elle existe et c'est le fait évidemment de Vincent Hervouet hier soir qui a un peu affolé parce que la parole de Vincent Hervouet évidemment compte infiniment plus comme que celle de Maud. Les cours varient. Ah oui, je disais c'est 10 ans d'en marche, hein. Grande comment vous avez dit vous ce matin? Comment vous avez dit, ça serait plutôt embourbé, c'est ça? Là, c'est en panne. Là, c'est en charrière, parce que... Ouais, le bilan est génial, hein. Vraiment, on est content du bilan. Non, mais ce qui est merveilleux, c'est Gabriel Attal qui voulait surtout pas faire de fête parce que si jamais Emmanuel Macron risquerait de venir. Ouais. Je trouve ça merveilleux c'est arrivé parce que c'est arrivé pour les jeunes en marche. Emmanuel Macron s'est invité, il a éclipsé Gabriel Attal. C'est vous dire comme ça sème. Les plus proches d'Emmanuel Macron voudraient, parce que vous savez que le parti va encore changer de nom, ce sera plus Renaissance bientôt. Ça va être. Et alors les plus proches de Macron disent ça sera on va l'appeler En Marche. Rappelez-le En Marche pour revenir aux origines. C'est pour embêter Gabriel. Alexis Brézé avait un mot très bon en disant c'est comme le rugby, c'est ce qu'on appelle le protocole commotion. Quand on sait plus comment on s'appelle, c'est que ça va pas bien. Non, mais le bilan d'En Marche est catastrophique. Il y a pas une chose qui aura marché en 10 ans. C'est triste d'ailleurs. Il fallait sans douter donner le nom d'un mouvement à ses propres initiales, déjà. Oui, ça partait mal. Excusez-moi. Ah bah oui. C'est pas la cause de l'échec. Ça partait mal. Si. Bon, est-ce qu'on peut voir les inquiétudes des automobilistes? Voyons les inquiétudes des automobilistes. Un geste quasi quotidien, devenu une source d'inquiétude pour certains automobilistes. Je fais pas mal de trajets Paris-Lyon et donc il me faut de l'essence pour le faire et j'ai peur de pas en retrouver pour revenir par exemple. Face à la hausse du prix du carburant, d'autres s'interrogent sur les éventuelles conséquences dans les jours et semaines à venir. Moi je crains que ça monte, que ça va pas s'arrêter, qu'on le veuille ou pas on est impacté par ce qui se passe très loin de chez nous. Voilà, donc là on le ressent sur le carburant, plus tard on va le ressentir sur d'autres choses, sur l'alimentation, sur autres, vu que tout est impacté par les prix des carburants. Donc voilà, donc honnêtement, je pense que la situation ne va pas dans le bon sens et j'espère que ça va se calmer. En l'espace de quelques semaines, les prix de l'essence et du gazole ont dépassé 2 € le litre. Conséquence, des automobilistes se précipitent dans les stations-service pour faire le plein. Le plus dérangeant, c'est d'avoir des pénuries où tout le monde se rue sur les stations essence alors qu'ils n'ont pas forcément besoin. C'est juste par gage de sécurité, la peur de manquer. C'est problématique pour les gens qui vont travailler tous les jours en fait. Une hausse soudaine de la demande qui a provoqué des ruptures de stock dans certaines stations, notamment celles où les prix ont été plafonnés. Bon.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur. La seule question, c'est est-ce qu'il y aura un retour à la normale, et ça, pour l'instant, on est incapable de le dire. Oui. Le Détroit. On va demander à Madame Bréjon. Tout va bien. Tout va bien. On va demander à Madame Bréjon. Moi, j'en reviens à cette interview quand même très inquiétante du président, du directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie, qui dit on est face à une crise qui est plus grave que celle de 73, 79 et 2022 réunis. Mais c'est ce qu'a dit Vincent Herouet hier. Tant que le détroit d'Ormuz n'est pas rouvert, il n'y aura pas d'amélioration. Oui, et c'est ça le paradoxe qu'on souligne tous les jours, c'est-à-dire que Donald Trump demande que le détroit d'Ormuz soit rouvert, qui était évidemment ouvert avant la guerre. Donc le gain de la guerre qu'il aura eu, c'est de rouvrir un détroit qui était ouvert quand il a commencé la guerre. Bon. Et j'attire votre attention sur une interview qui est passée inaperçue du commissaire européen à l'énergie, qui a pris la parole ces derniers jours en disant il va falloir recourir davantage au télétravail, il va falloir réduire la vitesse sur les routes, il va falloir prendre plus les transports en commun, le covoiturage. On est déjà en train de mettre en place. Oui. Je dis pas que c'est le Covid et c'est le retour du confinement. Ils ont dit de prendre des masques. On en est déjà arrêté de faire de l'anti-Trumpisme primaire. Là, c'est de on vous en serait reconnaissant. Non, mais répétez les 4 mesures. Télétravail davantage. Bon, télétravail, ça va faire plaisir aux gens. Réduire de 10 km/h la vitesse maximale. Ça va pas leur faire plaisir. Ça va faire plaisir à Philippe. Ça, 10 km/h, oui. Bon. Davantage de transport en commun. Oui, circulation alternée, donc un jour vous avez le droit de conduire, un jour vous avez pas le droit. Ça serait bien. Covoiturage. Alors, pour finir, ça vous fera plaisir. Le plus difficile, c'est le covoiturage. C'est ça, bon, évidemment. Plaisir, c'est le dernier, c'est favoriser les énergies renouvelables. Parce qu'on est quand même à la Commission européenne, donc il faut quand même un peu d'idéologie, sinon ça... Vous savez que les voitures électriques, il y a un boom en ce moment, puisque 28% des voitures neuves qui sont vendues sont des voitures électriques. Oui. Et ce qui est quand même important. Et vous savez quelle est la voiture électrique la plus vendue en France, la marque qui vend le plus? Non, c'est Renault. C'est Renault, justement, avec sa R5. 21% du marché de la voiture électrique est tenu par Renault. Devant, alors le nom que vous avez dit là, les Chinois. Exactement, et puis juste une seconde, quand vous entendez ça, on parle de Patrick Cohen. Ces 4 éléments, ces 4 points. Oui. Je pense que vous êtes légitimement en colère parce que vous vous dites où est-ce que ces personnes vivent. En l'occurrence, est-ce qu'ils vivent ailleurs que dans les métropoles? Moi, je suis désolé, dans le Maine-et-Loire, on en joue partout. Oui. Qu'est-ce que ça va frapper de plein fouet? Les infirmières libérales, les petits artisans, des gens qui sont déjà dans une précarité extrême. Oui. C'est eux qui vont être frappés. Si tu votes, pardonne-moi, si tu proposes de rouler à 10 km/h dessous, d'ailleurs, les gens le font. Quand t'as moins d'essence, tu roules un peu moins vite. Oui, mais le télétravail... Le télétravail, quand t'es infirmière libérale, c'est compliqué. Et tout le reste, c'est juste... Les transports en commun... Et les transports, exactement. Donc, ces propositions, c'est hors sol. Oui. Totalement hors sol. Et j'ajoute quand même qu'il y a un dernier élément qui est envisagé par Bruxelles. Pour l'instant, c'est encore de l'ordre du scénario. C'est la question du rationnement. Ça va être une question taboue, mais qui va revenir dans le débat. C'est la question du rationnement. Vous aurez droit à telle quantité d'essence par personne. Ticket de pain. Bientôt. Exactement. Bon, Patrick Cohen, CNews et hors la loi. Ça, c'est beaucoup plus important que le périscolaire pour la justice française, bien évidemment. Au micro des grandes gueules. Périscolaire, France Inter, ils en parlent pas. Manifestement, c'est pas un sujet qui les intéresse. Bon. Au micro des grandes gueules sur RMC, Patrick Cohen a estimé son indique CNews manquait de pluralisme. Alors que France Inter, évidemment, c'est le parangon. C'est le parangon. Un modèle. Du pluralisme. Écoutons Monsieur Cohen. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut fermer CNews? Je fais partie de ceux qui pensent que dans l'état actuel, c'est purement factuel, je pense que CNews est hors la loi. Ah bon? La loi de 86 prévoit un pluralisme interne dans chaque chaîne de télévision. C'est vrai. Et cette loi de 86 aujourd'hui, pour tout un tas de raisons et que je ne détaillerai pas, elle n'est pas respectée aujourd'hui par CNews. Ce qui est purement factuel, Barbara Lefebvre lui a répondu en direct d'ailleurs. Oui, ce qui est purement factuel, c'est que Cohen dit une bêtise, mais bon, comme visiblement. Sinon, on n'aurait pas été renouvelé, en fait. Oui, tout ça. Pas de réaction? J'en ai parlé hier soir, hein, de toute façon. Hein. Quand vous vous déplacez ailleurs qu'au-delà du périphérique, vous voyez bien que les personnes considèrent que heureusement qu'il y a CNews pour assurer et pour légitimer en tout cas le pluralisme en France. Vous me parlez souvent de cette frontière. Il faut vraiment un jour que j'y aille au-delà du périphérique, dites-vous, parce qu'il faut vraiment que je trouve cette frontière. Il y a une frontière. Mais faites-le avant qu'il n'y ait plus d'essence. C'est votre côté provincial. Comment? C'est votre côté provincial. C'est-à-dire?
Les provinciaux ne franchissent pas le périphérique. Ils sont à Paris, ils ont peur de. Attendez, vous avez fait une théorie sur les provinciaux qui viennent à Paris et qui se conduisent comme des provinciaux. Ah oui, c'est pas une théorie. Pascal va à la boule. Qui sont les Parisiens. Les provinciaux qui s'installent, qui gagnent Paris. Qui gagnent la grande ville. On est mal en dire. Qui montent à Paris. Qui montent à la grande ville. Voilà. Et alors, c'est quoi votre théorie? Et les Parisiens de souche, ils fuient. Et les Parisiens de souche, ils fuient. Au début, ça m'a fait rire. Après, je n'ai plus rien du tout. Ah, Monsieur Rondeau arrive. Tiens, on va parler de l'argent. L'argent qui corrompt jusqu'à la conscience des hommes. L'argent. Ça, l'argent. Magnifique sujet. L'argent. Et le petit sou. Le pognon. Ah, l'argent. Il y a combien l'argent de mots qui corrompt. Bonjour Monsieur Rondeau, venez nous voir. Parce que alors ça, c'est un magnifique sujet. L'argent. Oui, deux problèmes formateurs. L'argent. Alors, bonjour, comment allez-vous? Très bien. Vous êtes académique. D'abord, votre livre est formidable. Ah bon? Repartez tout de suite. Votre livre est formidable. Non, mais votre livre est formidable parce qu'il est intelligent et puis c'est un roman, il y a une histoire, il y a des personnages. Il est comment? Il est extrêmement informé. Exactement. Vraiment, il y a un plaisir de lecture. C'est bien quand même, plaisir de lecture, de donner à son lecteur. C'est la seule chose qui m'intéresse. Voilà, moi je lis pour me faire plaisir. J'ai pas d'autre raison de lire. Bon, a priori. Bon, mais c'est vrai qu'avant de parler du livre, l'argent, est-ce que c'est la chose la plus importante du monde? Est-ce que si on est riche, est-ce qu'on peut être moralement irréprochable et riche? Voilà. Et est-ce que l'argent corrompt? Voilà, tous ces thèmes qui effectivement, est-ce que lorsqu'on est pauvre, on est meilleur sur le plan moral? Est-ce qu'on est plus enclin à écouter les autres? Est-ce qu'on est que lorsqu'on est riche? Voilà des questions que pose entre autres le livre, me semble-t-il. Ouais. Et c'est quoi votre répondre? C'est quoi votre voilà? Non mais soyez court. Le principe de l'émission, en fait. C'est le principe de l'émission. Non mais l'argent, donc tout est dit dans Molière, l'avare. Ma cassette, mon bel argent, où es-tu? Bon, on sait bien que l'argent peut corrompre les cœurs, les âmes, mais que tout le monde a besoin d'argent pour vivre. Ce livre n'est pas une critique de l'argent en soi, c'est pas une critique des gens qui peuvent être riches, c'est la critique d'un système. D'abord, c'est un livre sur l'engagement, et c'est un livre sur l'effacement de nos peuples et de nos frontières, les dégâts d'un monde sans idéal, livré à des élites entre guillemets globalisées qui n'ont aucun souci du bien commun. Or, leur seul souci, c'est l'argent. Cet argent va tout effacer. Donc c'est un peu le thème central de mon livre. C'est-à-dire, c'est pas une critique en soi de la richesse. On sait très bien qu'on peut avoir des gens très pauvres qui n'ont aucune moralité. On sait très bien qu'on peut avoir des gens... Si vous voulez, c'est une critique d'une élite financière, sans patrie, sans famille, sans Dieu ni maître. Alors, votre héros, là, qui s'appelle Christian Alexander Smith, bon, c'est un milliardaire. Oui, c'est un jeune prodige de la finance et de la tech. Bon, et alors lui, il veut privatiser la terre. Alors lui, il fait une analyse assez juste de la situation. Il regarde notre monde avec son intelligence. Et il nous dit la planète va mal. Tous les États sont en perte de vitesse. Les nations sont en train de disparaître. Les gens qui ont le pouvoir ne savent plus exercer le pouvoir, n'y arrivent plus. On a une perte du sentiment d'appartenance nationale. On a une série de catastrophes, des dettes publiques qui s'accumulent. Enfin voilà, tout le chaos climatique. Enfin, donc il dit il faut préparer l'avenir et je vais me faire une nouvelle fortune en inventant, en créant des sortes de territoires, des zones franches pour les ultra riches où ils pourront vivre à l'abri de tout en bénéficiant d'une structure qui est une structure d'apparence étatique, sécurité, hélicoptère, médecine. Mais ça se passe un peu déjà. Bah oui. Bien sûr. Ça existe. Il y a des territoires comme ça. Oui, bien sûr. Des territoires de riches. Là, c'est une façon programmée, organisée.
Bien sûr, mais d'ailleurs le communautarisme qui se met en place, c'est que chacun choisira son endroit où il veut vivre, son hôpital, son école, etc. Bon alors, le début du livre, ça, c'est votre histoire quand même un peu, c'est-à-dire que c'est un peu vous, parce que vous avez un itinéraire particulier, de ce point de vue-là. Non mais le début du livre, si vous voulez, vous avez parlé du premier personnage. Oui. Qui est ce financier. Voilà. Et puis il va trouver son complice, son alter ego, si vous voulez, qui va l'aider pour prendre le pouvoir qu'il souhaite sur le territoire français, qui est un ancien militant gauchiste, qui a tout donné à la cause à laquelle il croyait quand il avait 20 ans. Ensuite, qui a mis la clé sous le paillasson de la Révolution. Mais ça, c'est vous ou pas? Non, c'est non, mais moi, bien sûr, j'ai participé à ça. Mais, vous étiez très gauchiste. Mais j'étais pas très gauchiste. Je suis comme ce personnage. Vous étiez maoïste. Parti travailler à l'usine. Donc, on sort un peu du gauchisme Jean-Luc Godard, si vous voulez, pour entrer dans une véritable aventure politique. Donc, ce héros, Luc ou Lux, lui, il a tout donné. Il part avec un de ses copains normaliens. Ils vont s'établir dans les Vosges. Il passe des années très heureuses à se battre, à partager la vie des ouvriers, d'ailleurs. Oui, très heureuses. Non, mais bien sûr, ils sont heureux. Ah bon? Ils sont heureux. D'ailleurs, quand à un moment, à la fin du livre, quand ils disent, ils sont interrogés par une jeune fille, la Marguerite, mais qui essaie de comprendre et qui est fascinée parce que elle vit dans un monde d'aujourd'hui sans idéal. Or, elle regrette. Elle leur parle de leur jeunesse en disant, vous aviez un idéal. Et ils se disent, mais qu'est-ce qu'on leur apportait? Et un des personnages, Jean-René, dit en fait, quand on arrivait sur le chantier, on leur apportait à nos camarades, on leur apportait un peu de pensée, on discutait avec eux, on réfléchissait, et on leur apportait de la joie. On leur apportait de la joie, de l'intensité. Je crois que c'est pas tout à fait négligeable. Alors, on va en parler d'ailleurs dans cette période-là, parce que vous êtes très drôle, en plus, on se marre en lisant, on rigole de temps en temps en lisant ça, et puis justement sur cette période-là, avant de revoir Audrey Berthaud, vous dites beaucoup de nos camarades s'étaient alors livrés à une vie de substitution. Quelques-uns ont flirté avec une bande de déglingués spécialisés dans les attaques de fourgons postales. D'autres ont rejoint les phalanstères agricoles du côté du Larzac et sont devenus des pionniers de l'écologie. Donc c'est après le passage, évidemment, en usine. Certains se sont précipités dans l'héroïne. Une poignée a tenté de continuer la lutte armée avant de rejoindre une paillasse à la Santé ou à Clairvaux. Quelques-uns, très peu, des profs surtout, ont rejoint le Parti Socialiste sans y croire. Le Prozac a été inventé à cette époque, il n'y a pas de hasard. Donc quand on lit ça, quand je vous parlais de plaisir de lecture, quand vous lisez ça, d'abord c'est rigolo, tout simplement, c'est très intelligent évidemment, mais c'est aussi drôle et c'est vrai que c'est vrai. En plus, donc ça c'est formidable. Et le critique ou le regard de la société de ce point de vue-là est assez juste. Audrey Berthaud nous donne les titres et puis on va parler de l'argent, le rapport qu'ont les uns et les autres à l'argent, qui est passionnant, qui en dit plus sur les uns et les autres que n'importe quoi. Audrey. Ce drame ce matin dans le Pas-de-Calais, une collision entre un train et un poids lourd a eu lieu entre Béthune et Lens. Le conducteur du TGV est malheureusement décédé. Un accident qui a aussi causé 27 blessés. Le ministre des Transports a annoncé qu'il se rendait sur place avec Jean Castex, PDG de la SNCF. Ni la SNCF ni la préfecture n'est en mesure de préciser les circonstances de l'accident dans les médias. La mairie de Paris continue de réquisitionner des gymnases pour y héberger des migrants, une décision qui indigne les associations sportives. Actuellement, le gymnase Fédération dans le 15e arrondissement de Paris n'est plus accessible. Une centaine de migrants y sont hébergés pour au moins un mois. Et enfin, l'armée de l'air israélienne a mené une série de bombardements cette nuit contre 3 aéroports dans la région de Téhéran. Selon Israël, cette opération vise à neutraliser les infrastructures de la branche extérieure des gardiens de la Révolution. Des pistes, des tours de contrôle et une fabrique de drones ont été visées. Merci Audrey. Le système de l'argent, Daniel Rondeau, les idées principales, on l'a dit, c'est l'argent comme langage universel, c'est aussi un système structurant notre monde, c'est une méditation bien sûr sur l'argent.
Et j'ai parlé tout à l'heure de morale parce que c'est aussi ça qui est intéressant. Et est-ce que vous suggérez qu'il y a une dimension presque morale de l'argent, mais est-ce qu'on peut encore parler d'argent sans parler d'éthique? Non, mais ce que pense je reviens au personnage de mon livre. Donc, ce que va découvrir Luc, ce dépressif qui est un peu Dilux, qui va vendre des livres, voler, qui va avoir une vie confortable, en pensant qu'il est en dehors du système, alors qu'en fait, il est à fond dans le système. Donc, ce qu'il va découvrir tardivement, c'est que ce système de l'argent, qui est vraiment un système aujourd'hui, en fait, il efface la réalité de notre monde aujourd'hui. C'est-à-dire, on s'aperçoit que chaque époque invente ses monstres pour nous cacher la réalité. J'étais très ami de Naguib Mahfouz, le grand écrivain égyptien, et je suis allé le voir plusieurs fois, et après qu'il ait été victime d'attentats islamistes, je suis retourné le voir, il recevait sur une péniche, un peu à l'écart, sur le Nil, et il m'avait dit, tu sais, les islamistes ne sont pas uniquement hostiles aux idées occidentales, ils sont hostiles à la réalité du monde. Or, je crois que chaque époque invente ses monstres pour nous dissimuler la réalité de ce que nous vivons. Et alors, qu'est-ce qu'on a inventé, nous? Alors, c'est quoi notre époque? On a inventé quoi? Alors, justement, je vous signale, pour un petit... Parce qu'on n'a pas inventé l'argent. Non, on n'a pas inventé l'argent. Balzac, tu lis Balzac... non, on n'a pas inventé l'argent. Je suis entièrement d'accord. Mais par exemple, sous le système communiste, on invente les villages Potemkin, où on va décorer les façades pour accueillir les invités du régime et leur montrer que tout va bien. D'accord. Bon, là, on a un système de l'argent qui est un système qui est organisé par une minorité de possédants qui n'ont plus aucun idéal. C'est ça la grosse différence. Et qui ont simplement l'idéal de faire prospérer leur argent en invisibilisant tous ceux qui n'en ont pas. Franchement, c'est un peu caricatural. Non, le peuple aujourd'hui est invisibilisé. Le peuple est invisibilisé. On l'a vu par exemple, on le voit apparaître de temps en temps avec les gilets jaunes. On voit bien qu'il y a pourquoi j'ai pris comme personnage? Non, mais il n'y a pas que des milliardaires, il y a plein de petits chefs d'entreprise, de gens, d'artisans qui font fonctionner l'économie au quotidien. Ces gens-là, ils ont un rapport. Ces gens-là, ils ne sont pas dans le système de l'argent. Pourquoi vous dites ils appartiennent pas. Oui, mais ils font vivre le pays. Ils sont bien plus importants que les grands milliardaires dont vous parlez. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et j'ai écrit ce livre pour. Je crois que la force de la littérature, entre guillemets, c'est de rendre visible ce qui est invisible. Donc, quand je parle de ce peuple, je ne parle pas uniquement des agriculteurs qui sont là en train... Mais puis des artisans, des petits chefs d'entreprise. Et ça fait vivre la vie. Il n'y a pas que les grands milliardaires qui vont vivre l'économie, loin de là. Je parle d'un petit patron de chantier naval, si vous vous souvenez. Donc, tous ces gens... ils subissent des lois. Oui, mais vous semblez dire qu'il n'y a que qui organisent les grands milliardaires, qui organisent le monde aujourd'hui. C'est ça, je dis, c'est un peu caricatural. Ce monde n'est pas organisé uniquement à travers ça, me semble-t-il. Non, il est quand même organisé. Il y a deux pôles. Moi, je reviens à mes personnages. Oui. Donc, mes personnages disent, il y en a un qui dit, il y a deux pôles. Les gentlemen de Davos, c'est quand même eux qui ont organisé la gestion du monde depuis plusieurs années. Et d'autre part, on a une partie de la Commission européenne. Donc tout ça a effacé, ces gens ont effacé une partie de la mémoire et de l'histoire, non seulement de l'histoire de la mémoire française, mais de notre histoire européenne. Donc chaque Européen était détenteur d'une part du trésor européen. Or, aujourd'hui, tout cela est effacé. On a oublié. Ce que vous montrez, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui que des consommateurs. C'est le but, c'est leur but.
qu'il n'y ait plus que des consommateurs. Mais quand vous dites leur but, oui, le but leur du but, système, il y a une sorte c'est le but de du système. Oui, C'est le but du système. Avant, ce que Néron montre bien, c'est-à-dire qu'à un moment donné passe François Mitterrand dans le roman. C'est-à-dire François Mitterrand, bon, on a eu un débat sur l'argent, mais il y avait un amour du livre. Il y avait un amour de la littérature, quelque chose qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les gens qui font fonctionner ce système. Vincent Herouet. Non, j'ai l'impression que la société a arasé les communautés naturelles, ou pas naturelles d'ailleurs, par exemple la communauté militante à laquelle vous avez appartenu et dont l'auteur est membre. Il est membre d'une... Vous étiez membre de la gauche prolétarienne. Vous étiez un Mao à l'époque. Bon, mais il y avait vous aviez les Mao, il y en avait d'autres qui avaient la paroisse, il y en avait d'autres qui avaient le parti, il y en avait d'autres qui avaient... Et toutes ces communautés ont été liquidées à l'époque d'aujourd'hui. Et laissant l'homme tout seul, il n'y a plus de bistrot, il y a le supermarché. Il y a arrêté. Ah non, mais attends. Arrêtez de dire il n'y a plus de bistrot. Je veux dire, faut pas exagérer. Il y en a un peu moins. Il y a un peu de bistrot, d'accord. Il y a encore une petite vie dans les villages. Vous allez beaucoup dans les villages autour de Paris quand vous profitez du périphérique. Mais ne me parlez-moi gentiment. Arrêtez. Oui, ce sont des généralités abusives. Il y a des lieux où les gens se retrouvent. Le stade est un lieu où les gens se retrouvent. Le stade, le sport. Et il y en a beaucoup plus qu'il y a 30 ans ou 40 ans. Non, supermarché, c'est autre chose. Tu vas pas. Quoi d'autre? Dans le stade, tu vas ensemble. Le supermarché, tu vas séparément. Mais le stade, tu vas pour communier. Tu vas pour être avec des gens. Les gens vont il y avait le parti, il y avait le café du village. Oui, il y avait pas mal de choses comme ça. Je lis votre livre, Le système de l'argent, parce que c'est toujours bien de lire aussi. Et alors, c'est vrai que c'est très politique. Arrivé hier soir à Paris, je ne reconnais pas ma ville. Des conteneurs d'ordures, des herbes folles sur les trottoirs, des bornes plastifiées au milieu des rues et des avenues vides transformées en pistes cyclables, sans bicyclette. C'est ça qui est drôle. C'est pas faux. Mais bien sûr, évidemment que c'est pas faux. Beaucoup d'anarchie et d'agressivité, comme si la capitale était livrée à des ombres malfaisantes qui avaient reçu l'injonction de la sionide dans tous les sens, en ne respectant surtout aucune règle. Sorti de mon hôtel pour attendre un taxi, je manque me faire renverser sur le trottoir par une trottinette. Bienvenue à Paris. Et après, alors évidemment, ça nous plaît. Nous, la France, au début des années 70, ne se demandait pas si elle était grande. Elle rayonnait. Elle s'était relevée. Elle s'était ébrouée. Elle avait largué les amarres de ses colonies. J'ai envie de vous dire, vous l'avez mal vu, hein, parce que De Gaulle, il nous a quand même laissé un État en 68 ou 69 en état de marche. Et vous êtes passé complètement à travers ça. Vous étiez sans doute à l'époque un des adversaires les plus les plus rudes de Gaulle. Viré au gaullisme, vous n'avez pas. Vous l'avez pas vu, c'est ça qui est drôle. Non, mais je pense que le grand rendez-vous manqué de ces années-là, c'est le rendez-vous entre le premier des hommes libres, le général de Gaulle, et une jeunesse qui aspire à plus de liberté et de justice. Voilà. Parce que cette époque où la France rayonnait, c'était aussi, comme je le dis dans le livre, une époque où les bidonvilles ceinturaient Paris, où sur les chaînes de travail, les femmes travaillaient d'une façon intensive et insupportable. Sur l'établi. Bon, non, mais c'est vrai qu'il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Donc, nous avons raté ce rendez-vous avec De Gaulle. Je pense qu'il l'a raté, et nous aussi. Alors qu'il y avait quelque chose à construire. Sauf Maurice Clavel. Bien sûr, sauf Maurice Clavel. Bon, alors expliquez pourquoi Maurice Clavel, parce que ceux qui nous Maurice écoutent Clavel a réussi à tenir les deux bouts, et aller debout, à la fois de la révolte et à la fois de la légitime admiration pour De Gaulle. Il a tenu les deux bouts, ce qui fait qu'il s'est fait attaquer par tout le monde à l'époque. Vincent Herouet. Le journalisme transcendantal. Voilà. Vous vous rappelez de ça? Exactement. La loi de Patrick Cohen. La classe ouvrière nous avait donné une vision un peu plus ironique du monde. L'une des grandes qualités du peuple, c'est son humour. Sa fantaisie l'aide à ne pas subir et à montrer sa dignité. Nous avions tout donné sans un regret. Notre énergie était intacte. Vous trouvez que une des grandes qualités du peuple, c'est l'humour? Eh bien, oui. Je trouve que ces gens, pour s'en sortir, ils sont capables de se moquer non seulement de leurs dirigeants, mais aussi ils sont capables de se moquer d'eux-mêmes. Et quand vous parliez tout à l'heure, Vincent, de ces communautés, vous parliez du Parti communiste. Du syndicat. Non, mais
on peut reprocher beaucoup de choses au Parti communiste français, comme aux autres partis communistes. Mais en même temps, il y avait une éducation populaire qui était en marche. Il y avait du cinéma, il y avait des joueurs en Lorraine du Nord. Il y avait tous les Italiens qui se regroupaient pour chanter en italien, danser en italien. Si vous voulez, il y avait une culture, il y avait un esprit. Jacques Ralite, spécialiste de Julien Gracq, alors. Ce qu'ont fait nos 30 années de gouvernance, en France en tout cas, c'est qu'on a abandonné notre socle commun d'idéal et de culture. Milan Kundera explique très bien que il y a l'Europe, elle a deux piliers. Elle avait la religion chrétienne, et je rappelle que la synagogue n'était jamais loin de la cathédrale, et qu'autour de l'an 1000, Rachid dialogue de façon extraordinaire avec Bernard de Clairvaux. Et en même temps, dit Kundera, il y a le roman. Or, l'importance du roman, Cervantes. Pour revenir à la question, je dis, il y a deux questions qui traversent mon livre. Il y a qu'est-ce qu'on fait de sa vie quand on a respiré à 20 ans l'oxygène de l'absolu. Cervantes, quand il revient de la bataille de Lépante, dernier épisode des croisades, Brodel dit « L'enchantement de la puissance turque s'est évanoui ». Il a été blessé, c'est le manchot de Lépante, il rentre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va abandonner les joutes et les tournois, il va se consacrer à ce don de Dieu qu'il a reçu et qui s'appelle la littérature. Je ne veux pas, naturellement, me comparer à Cervantes. Oui, mais on comprend bien, évidemment, que vous parlez forcément, il y a beaucoup de vous dans ce livre. Bien sûr, quand je sors de là, je retrouve ma vocation initiale, et je me dis, si je ne peux pas changer le monde, je passerai ma vie à raconter le monde. Et j'ai commencé à construire une arche de papier sur laquelle je navigue toujours, et tous cette arche de papier, j'ai toujours écrit en fait sur le peuple. Mon premier livre s'appelle Chagrin Lorrain, parce qu'écrire sur les ouvriers, c'est une façon de ne pas les quitter. Vous voyez, quand on écrit, on ne se sépare de personne. Revenons à l'argent et à vous, si j'ose dire. Comment vous définissez votre rapport personnel à l'argent, vous? Mon rapport personnel à l'argent, il est forcément un peu désinvolte. Par exemple, vous savez, est-ce que vous savez l'argent que vous avez sur votre compte à l'heure à laquelle je parle? Malheureusement, oui. Il n'est pas si désinvolte que ça, alors, si vous savez... Non, il est forcément désinvolte parce qu'il faut que je surmonte des difficultés. Mais vous trouvez que vous avez des difficultés financières? Oui, je vis quasiment de ma plume, donc je dis... oui, mais vous êtes un auteur reconnu... Je ne vais pas rentrer dans les détails, je suis pas venu ici pour oui, mais c'est intéressant, le rapport que chacun a à l'argent. Non, mais vous avez raison. Mais bon, est-ce que vous êtes économe? Est-ce que vous êtes dépensier? Est-ce que vous êtes cigale? Je ne peux pas me poser la question d'être économe ou dépensier dans les situations où je suis. Donc, et je tiens pas à parler de ça. En revanche, je peux vous répondre. Là, vous faites, un livre sur l'argent, franchement, là, c'est pas mon cas personnel, c'est pas de moi que je parle. Et c'est pas de l'argent en particulier, c'est d'un système tenu, créé, organisé, piloté par une élite, entre guillemets. J'ai compris. Est-ce qu'on est plus obsédé par l'argent en 2026, par exemple, qu'en 1926? Est-ce que vous pensez que notre époque... Je vais poser la question différemment. Est-ce que vous pensez que c'est plus dur d'être pauvre aujourd'hui qu'en 1926? Oui, parce qu'il manque quelque chose. Pourquoi? On est seuls. Je pense que les gens, en 1926, il y avait encore des gens qui avaient faim. Aujourd'hui, plus personne n'a faim, mais il leur manque quelque chose. Ils ont faim d'autre chose. C'est exactement ce dont vous parliez tous les deux. Si vous voulez, il manque. L'homme ne se nourrit pas que de pain. On a besoin d'un idéal. Mais est-ce que vous pensez pas aussi que le fait que tout le monde sache qu'en 1926, tu étais pauvre, mais tu ne savais pas comment les riches vivaient. En 2026, tu sais comment tous les autres vivent. Et tu te dis, pourquoi moi j'ai pas le droit d'aller dans tel restaurant? Pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi mes enfants n'ont pas le droit à telle paire de chaussures, etc. Est-ce que vous pensez pas qu'aujourd'hui, comme tout se sait, ne pas avoir accès à ça est encore plus douloureux? Vous savez, en 1926, dans toutes les grandes zones ouvrières, tous les grands manufacturiers vivaient au milieu de leurs ouvriers. Ils vivaient aussi à Paris,
mais ils vivaient au milieu de leurs ouvriers. Ils avaient un but dans leur vie, c'était de faire tourner leur entreprise et de gagner de l'argent, bien évidemment. Mais ce n'était pas leur seul but. C'est vraiment ça que je veux montrer, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période où seul l'argent, l'argent est roi. C'est comme à Carthage, au moment de la chute de Carthage. L'argent est roi. Oui, mais comment on appelait ça quand les grands mal? Quel est le mot qu'on emploie toujours? On disait c'est du paternalisme. Voilà, je cherchais le mot paternalisme. On a connu ça à Nantes, avec des grandes familles commerçantes, très cathos, qui allaient à l'église chaque dimanche, et on les taxait de paternalistes. Et croyez-moi, les syndicats n'étaient pas très contents de ce système-là. Les premiers congés payés viennent du Nord, justement, des patrons du Nord. Hein. C'est eux qui, même avant... Pascal Pro, je voudrais répondre sur... les mines, hein. Parce que vous m'avez posé une question personnelle, je voudrais tenter d'y répondre. Daniel Rondeau, sur l'argent. Et je rappelle votre livre, hein, Le système de l'argent, qui est un roman, et alors on fait quelques digressions, mais le livre est formidable. En fait, moi j'ai vécu avec la littérature. Je n'ai vécu que pour la littérature. Et donc j'ai passé ma vie à lire les livres des autres. Ce qu'ils m'ont appris, c'est que l'art est toujours un courage. Qu'on ait de l'argent ou pas, il faut se lever le matin pour se mettre devant son ordinateur. Ils m'ont appris que on peut être un héros ou un saint pour soi-même quand on est avec sa feuille blanche. Ils m'ont appris qu'il faut se précipiter dans ce qu'on est en train d'écrire sans penser au reste. Si on veut essayer d'arriver à construire quelque chose qui se tienne. Donc, tout ça, pour moi, pour mes questions personnelles, elles ont été dissimulées par ces vérités que m'ont donné les écrivains, mes pères. Il y a des choses, peut-être que d'autres journalistes ne vous poseraient pas, mais qui m'intéressent toujours dans la cuisine de celui qui écrit. Il faut combien de temps pour écrire un livre comme ça? Là, j'ai mis 4 ans. Ouais, c'est ça. J'ai mis 4 ans. Et vous écrivez tous les jours? Ah ben, j'écrivais tous les jours. Tous les jours, vous êtes sur ce livre-là pendant 4 ans? Tous les jours. Et la page qui est publiée, c'est la quantième page, si j'ose dire? C'est pas le premier geste, c'est pas la deuxième? Alors, tous les jours, j'écris une page par jour. Je la réécris toute la journée. Quand j'ai terminé, je travaille toute la matinée. À 13h, je m'envoie ce que j'ai fait sur mon portable et je l'envoie à ma femme. Sur son portable. Parce que sur le portable, j'ai une autre lecture que celle de sur moi. Je vois tout de suite si j'ai écrit des choses qui ne me plaisent pas. Je travaille au premier étage, je remonte en courant, je fais mes corrections et je fais ça toute la journée. À 5 heures, j'arrête et après, j'ai besoin de me défouler parce que je suis complètement naze. Je suis fatigué. Vous faites de la boxe toujours? Je fais de la boxe. Je fais mon entraînement de boxe tous les jours et je fais un entraînement avec mon coach, Jérôme Villemain, une fois par semaine, pendant 1 heure. Et bon. Et donc, pour ce livre-là, Et à quelle heure vous écrivez le matin? Quand je me réveille. Je me lève pas très tôt. Je me lève vers 8 heures. Et je travaille jusqu'à 1 heure. Et je retravaille l'après-midi. Donc, et le soir, je ne travaille plus. Et vous avez mis 4 ans? Et j'ai mis 4 ans, mais j'avais commencé ce livre, j'avais déjà écrit 150 pages rédigées. Et en fait, en tout, j'ai écrit 1000 pages, que j'ai sans cesse rabotées. Et j'étais parti en Chine pour faire 2 conférences à Shanghai, aux universités à Shanghai et à Pékin, sur un thème canusien, ni victime ni bourreau, en Chine, devant des étudiants chinois qui comprenaient Camus par cœur, qui connaissaient Camus par cœur en français. Et là, j'avais rencontré pas mal de gens, notamment un ancien garde rouge chinois, qui avait été à la fois victime et bourreau. Ses parents ont été tués par la révolution culturelle, et le Parti communiste en avait fait un jeune enfant bourreau. Donc, c'est quand même... Et quand je suis rentré, après des discussions avec lui, quand je suis rentré de Chine, j'ai repris mes 150 pages et je me suis dit, il n'y a pas assez de force, il n'y a pas assez d'énergie. C'est là que j'ai repris tout. Bon, j'ai gardé mes personnages, naturellement, mais j'ai repris d'une autre façon. C'est là que je lui dis que le financier dit à Luc,
Il dit, toi, qui as été un ancien garde rouge, toi qui a cogné la police, toi qui as volé des livres, eh bien, c'est de toi dont j'ai besoin, parce que maintenant, tu as été capable de faire tout ça et tu ne crois en rien, et j'ai besoin d'un homme qui ne croit en rien. Donc, bon, en tout cas, c'est un plaisir de vous étonner, même si, pour moi, il y a toujours un très grand étonnement. Alors ça, j'espère ne pas vous vexer en disant ça. Comment avez-vous pu être maoïste ou gauchiste? Ça reste pour moi, de s'être trompé à ce point est un mystère absolu. Mais voilà. Non mais Pascal, je peux vous répondre. Il faudrait un quart d'heure. Non, je vous réponds. J'essaie de vous répondre en 30 secondes. Parce que là, Nous avons. Vous comprenez que la jeunesse peut avoir une soif d'absolu. Oui. Partir travailler à l'usine, c'est-à-dire partager la vie des ouvriers. Oui, mais on savait ce qui se passait en Russie, on savait ce qui se passait en Chine. Non, figurez-vous qu'on était anti-communiste. C'est très compliqué, notre situation. Oui, sans doute, mais ça n'enlève rien à votre talent, au plaisir de vous recevoir et à ce livre. Mais c'est fini, on déborde. Je vous remercie. Mais vraiment, on a fait, comme toujours, 30 heures. On est les seuls à faire cela, mais pourquoi? Parce que les gens... le public nous suit, c'est ça qui est bien. Demain, lorsqu'on découvrira les audiences, on verra que cette demi-heure-là, les gens l'ont apprécié et ont apprécié d'entendre quelque chose un peu en longueur qu'on n'entend pas forcément ailleurs, en tout cas aussi longuement. Et le livre, vraiment, lisez-le, parce que d'abord, il est très accessible, très facile à lire, c'est important. Il y a un plaisir de lecture, je l'ai dit. Il y a une drôlerie, et puis c'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France. Donc c'est ça qui nous intéresse. C'est l'histoire de France. Oui, c'est l'histoire de Balzac. Exactement. Comme avec Balzac, comme vous dites. C'est mon 3e tome de la comédie humaine. Je suis d'accord avec vous. Mais là, c'est la comédie humaine de Gauthier Lebret. Bonjour. Et Gauthier. Je parte. Non, attendez 2 secondes. Attendez, on se dit au revoir. Vous partiez, mais vous allez le faire à la pause. Oui. On va partir dans le 15e arrondissement où l'une des premières mesures d'Emmanuel Grégoire a été de réquisitionner un gymnase pour loger des migrants contre l'avis du maire. Il serait mieux de s'occuper du périscolaire. Eh bien, nous serons avec Inès de Ragnel à midi, voilà. Qui est dans l'opposition LR, qui est sur le dossier du périscolaire depuis des semaines. 78 animateurs suspendus. On en parle à midi avec une élue de l'opposition. Et donc, on va parler de Stalingrad aussi, où il y a les mêmes problèmes de camps de migrants, et du crack dans le quartier de Rosa Parks. Oui, alors Rosa Parks, pareil, ça arrive après les municipales. Bien sûr. C'est ce que disait Rachida Dati. Donc c'est intéressant. Stalingrad, c'est le métro Stalingrad, bien sûr, la station Stalingrad. Oui, on part pas en Russie, oui. Vous n'allez pas revenir. Non. Ça n'existe plus, comme vous le savez bien. Nicolas Bayet était à la réalisation. Merci à Ludovic Liébar qui était à la vision.